Ça va aujourd'hui consister à partager plutôt des idées, à échanger sur l'état de la justice. Donc on a établi en fait un plan en 3 parties assez formel. D'abord, où en est la justice française? Pourquoi ça ne fonctionne plus? Parce que Béatrice Brugère le dit carrément, ça ne fonctionne plus, elle est en faillite. Ensuite, on essaiera de voir quel est le rapport entre les pouvoirs, la séparation des pouvoirs, qu'est-ce que ça veut dire, alors que la justice n'est pas censée être un pouvoir mais une autorité, qu'est-ce que cela signifie précisément? Est-ce qu'elle peut abuser de son pouvoir? Est-ce qu'elle en abuse d'ailleurs? Quel est l'état dans notre société, vu notre droit? Quel est son positionnement peut-être par rapport à d'autres pays? Et puis l'aspect le plus important sur lequel on voudrait insister, c'est celui des réformes. Qu'est-ce qu'il faut changer? Si la justice est de plus en plus lente, ainsi que le disent les statistiques, et là-dessus le syndicat que représente Béatrice Brugère a donné des éléments tout à fait clairs que je lui laisserai détailler, sur la lenteur de la justice, sur le fait qu'elle ne réponde plus à son engagement premier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut changer tout simplement? Et donc on aimerait évidemment que des questions par la suite, puisqu'on a 1 heure de discussion, ensuite vous aurez la possibilité de... Enfin, nos orateurs ont la possibilité de prendre leur dîner, puis ensuite vous poserez des questions. Voilà, questions-réponses. Et je vous invite quand même à réserver des questions non seulement utiles, mais courtes, qu'elles soient précises, pour que chacun puisse poser le nombre de questions qu'il souhaite. Voilà. Donc Béatrice Brugère est secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO. Voilà. Il y en a 3, mais j'ai appris beaucoup de choses. Il y a 3 syndicats, un qui est plus corporatiste, l'USM, un qui est beaucoup plus politisé, le syndicat de la magistrature que tout le monde connaît, et vous qui êtes un petit peu dans une situation médiane, je veux dire, et qui peut-être est d'ailleurs plus fondé à parler sans être sans être autant politisé, et puis sans être simplement uniquement destiné à la corporation. Peut-être que votre situation aussi est plus propice à écouter un discours plus pertinent, peut-être plus neutre. En tout cas, vous allez nous le dire, on va voir ce que ça donne. Puis Fabrice Divisio, je le présente brièvement, si ce n'est, qu'est-ce que je peux dire, qu'il est médiatisé, qu'il a émergé avec le Covid de manière flagrante sur tous les plateaux de télévision, en particulier chez Cyril Hanouna, même s'il a pris un petit peu de distance, et puis que c'est un avocat spécialisé dans le domaine de la santé depuis longtemps, avocat barreau de Paris et de Rome aussi, on peut le préciser. Et alors si on vous écoute, Fabrice Divisio, vous avez des paroles extrêmement dures à l'égard d'Emmanuel Macron, j'ai écouté un certain nombre de vos vidéos. Qui n'en a pas, oui, mais enfin, dire que c'est une figure du mal, c'est quand même quelque chose de fort, de puissant. On va voir si, du coup, ça se décline sur le sujet qu'on a à traiter ce soir. Est-ce qu'on peut expliquer, Béatrice Brugère, je vais commencer avec vous, sur l'état de la magistrature? Quand vous dites la justice est en faillite, quand vous dites ça ne fonctionne plus, est-ce que c'est juste un propos polémique pour vous faire valoir? Est-ce que ça représente une réalité stricte? Alors, merci pour cette invitation. Je ne vous connaissais pas, donc voilà, je suis ravie d'être là. Je suis ravie aussi de faire la connaissance de Maître Divisio. C'est toujours un plaisir pour un magistrat d'échanger avec un avocat. Alors, votre question, un peu compliquée pour commencer, mais je vais... Non, elle porte sur l'état de la justice aujourd'hui. Alors, rapidement... En faillite. En faillite, ouais. On est dans un contexte un peu particulier aujourd'hui sur l'analyse de ce qui se passe au niveau de la justice, qui n'est finalement que la déclinaison, je pense, d'une déflagration institutionnelle, c'est-à-dire que la crise que connaît la justice aujourd'hui n'est que la déclinaison de la crise de l'État, tout simplement. Donc je pense qu'il faut avoir une vision un peu globale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas cornériser la justice en disant voilà, la justice est défaillante. En fait, la justice est défaillante parce que les pouvoirs publics sont défaillants en règle générale, et on reviendra peut-être là-dessus, et qu'il y a une vraie crise institutionnelle aujourd'hui. Donc on est un peu à la croisée des chemins. Je crois que l'actualité d'ailleurs nous démontre chaque jour qu'on est dans une difficulté majeure, qui est même une difficulté de la démocratie aujourd'hui qui est questionnée. Et la justice, qui n'a pas été considérée comme un bien essentiel pendant la crise du Covid, que vous avez évoqué tout à l'heure,
et qui a été cornérisée, marginalisée, instrumentalisée peut-être parfois aussi, me semble pourtant être la pièce maîtresse, il ne faut pas dire la pièce centrale, pour réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. À la fois, la justice est fragilisée, faible. J'ai parlé d'un bilan de faillite, mais je ne suis pas la seule, puisque nous avons eu des états généraux de la justice qui ont été lancés par Emmanuel Macron à Poitiers il y a un an, et qui ont permis de faire un bilan documenté de ce qui se passe au sein de la justice. Et c'est vrai que les conclusions de ces états généraux sont assez négatives, puisque très clairement, pour faire simple, ils disent que rien ne marche. Moi, c'est simple, c'est facile à comprendre. Et je crois que chaque citoyen le sent et le ressent chaque jour. Il n'y a pas un jour où d'ailleurs les médias, qui ont un rôle majeur aussi dans ce qui se passe aujourd'hui dans cette crise institutionnelle, nous montrent une justice faible, problématique, politisée, en tout cas une vision très négative de la justice. Pour autant, c'est un service public qui continue à fonctionner. Il y a des magistrats qui tous les jours, avec des avocats, travaillent d'arrache-pied, mais les résultats les résultats attendus en tout cas par les citoyens ne sont pas au rendez-vous, et nous sommes dans une problématique aujourd'hui où la justice n'arrive plus en fait à répondre en temps et heure à la demande, ce qui est un vrai sujet, mais surtout, je crois, est une véritable crise d'identité. Je sais que c'est un terme qui est passé à la mode, d'où une réflexion très importante sur la justice. Alors, avant de répondre et de laisser surtout la parole à Maître Division qui va la monopoliser, hein, je le sais. Je ne lâche pas mon micro, hein, j'y tiens. Je sais que quand je vais vous la donner, je vais avoir du mal à la reprendre. Donc je vais la garder. Bon, plus sérieusement, simplement pour dire d'où je parle, parce que c'est pas inintéressant, je ne suis pas que magistrate, alors je suis pénaliste, hein, c'est peut-être ce qui nous différencie d'ailleurs, hein, peut-être en partie. Donc moi je m'occupe du crime organisé, du terrorisme, c'est un peu 25 ans de mon métier. Et surtout je suis à la tête d'un syndicat de magistrats. Les syndicats judiciaires ont très mauvaise presse aujourd'hui, puisque vous l'avez dit rapidement, vous avez cité le syndicat de la magistrature. Et le syndicalisme que je représente, en tout cas que j'essaie de porter, est un syndicalisme sur deux points que je vais insister, qui est juste pour dire à peu près comment je me situe. Je pense qu'aujourd'hui, un des mots principaux de la justice, c'est la politisation. On verra d'où elle vient et comment elle se manifeste. Donc je porte un syndicalisme qui est pour la dépolitisation de la justice. Alors, pas de neutralité axiologique, parce que là c'est peut-être un peu trop, mais en tout cas, faire en sorte que la justice ne soit pas prisonnière d'alternance politique ou d'enjeux politiciens. Ça, c'est la première chose. Et par rapport à votre salle de réflexion, faire en sorte que la justice redevienne un bien essentiel, un bien commun, et en tout cas, une réflexion d'intérêt général. Deuxièmement, à côté de cette politisation, je m'arrête là, notre syndicat est un syndicat réformiste et pas corporatiste, c'est-à-dire que nous portons une vision de la justice, et c'est tout l'intérêt du syndicalisme aujourd'hui, à mon avis qui est très important, c'est que dans la crise institutionnelle qui est la nôtre, il est important de ne pas s'opposer mais de proposer et de remplir le vide intellectuel parfois, ou en tout cas de contrer l'idéologie rampante qui fait que la justice doit redevenir un bien commun et surtout quelque chose qui n'appartient pas qu'aux spécialistes, qui n'appartient pas qu'aux magistrats, qui ne soit pas un sujet de complexité, mais qui soit rendu aux citoyens. Et de ce côté-là, notre syndicat a à cœur, et c'est aussi la raison de ma présence ce soir, de faire de la pédagogie et de présenter un peu cette nouvelle vision qu'on a de la justice. Voilà. Alors, il y a un point important, réformiste, donc force de proposition, très bien. Dépolitisation, on imagine que ces deux points font partie évidemment de la partie réforme. Juste un point avant de passer la parole à Fabrice Delisio, c'est comment se matérialise l'état calamiteux de la justice aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez donner juste des éléments
des éléments, juste des éléments factuels qui permettent de dire que la justice ne fonctionne pas. Alors, en fait, rien ne fonctionne. Alors, les éléments factuels, ça va être compliqué. Sur la lenteur de traitement des dossiers, par exemple, sur... En fait, votre question elle est assez simple et complexe. C'est-à-dire que, comme tout est en domino, sur le plan institutionnel, mais sur le plan aussi des acteurs, aujourd'hui, moi j'ai parlé d'un bilan très vite. En fait, on est en train de qualifier l'addition d'une vision budgétaire, politique, d'un sous-investissement chronique et d'une maltraitance budgétaire. Même si le budget a augmenté de 8%. Oui, mais en fait la question c'est que si vous augmentez de 0, si vous êtes à 0, vous mettez 8%, ça reste 0. En gros c'est ça. Donc on part de tellement bas que de toute façon, l'argent ne suffit pas. Aujourd'hui, en fait, le vrai problème de la justice, c'est un problème de logiciel et de fonctionnement. Alors c'est pas très facile à expliquer. Mais c'est une vieille administration bureaucratique qui n'a pas pris le chemin de la modernité et qui est en déphasage total. Alors, bien sûr la lenteur, bien sûr la complexité, bien sûr le manque de moyens, bien sûr la difficulté de l'accès aux droits pour les citoyens. Et puis tout ce qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire peut-être une défaite, alors je reprends les expressions, une défaite de la pensée, mais en tout cas une défaite de ce qu'on peut attendre, de ce que doit être la justice dans une société. Mais il y a un élément de comparaison très simple, c'est que pour attendre un jugement de première instance, par exemple, vous dites c'est plus de 600 jours, alors qu'en Allemagne c'est 230 jours. Alors, ça c'est déjà très très parlant. Alors ça c'est très parlant, c'est-à-dire qu'on a des délais qui sont un peu fous. Et en fait, ce qui est intéressant dans les délais, c'est pas parce qu'on dit toujours oui, la justice, il y a un temps de la justice qui n'est pas le temps médiatique, par exemple. On est dans une société de la vitesse, c'est un vrai sujet, où on veut tout avoir. Le temps de la justice est un temps de la manifestation de la vérité, et c'est un temps long. Mais il ne faut pas que ce soit un temps trop long, parce qu'en réalité, le bon temps, ou le juste temps, c'est celui où la décision arrive à temps. Si je peux l'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'elle soit encore efficace. La problématique aujourd'hui, c'est pas tant que ça soit long, c'est que quand la décision arrive, elle n'est plus efficace parce qu'elle est trop tard. Donc les délais doivent être ramenés à ce temps utile, pas un temps en soi, est-ce qu'il faut 10 jours, 12 jours, 24 heures, je veux dire, bon. Alors on a un temps de procédure, de toute façon, qui est incompressible, qui est une réalité. Mais une fois qu'on a dit ça, on a des stocks qui sont extrêmement importants. C'est qu'aujourd'hui, on est un peu les derniers de la classe au niveau européen et que toutes les réformes qui sont faites, et je termine là-dessus, ne permettent pas d'enrayer ce temps long. Au contraire, toutes les projections démontrent que les temps et les délais vont s'allonger. D'où une inquiétude extrêmement importante et d'où justement cette vision, non pas de réforme, mais de refondation. Les magistrats étant donc saturés par les dossiers qui s'accumulent, les piles qui augmentent, et c'est toujours plus qu'on leur demande, parce que ce que vous dites, Béatrice Bougère, c'est que les magistrats travaillent. Les magistrats ne sont pas... Oui, mais c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup, mais on produit peu. Alors Fabrice Divisio, comment se situer par rapport à cet état des lieux de la justice, et en particulier sur la politisation? Alors, premier aspect peut-être... Vous connaissez la formule de Sacha Guitry qui disait la justice, je n'ai jamais déjeuné avec. C'est un peu ça, c'est-à-dire que la justice, c'est un mot compliqué finalement. La justice, elle est une institution, mais elle est au départ une vertu. Et au fond, est-ce que l'institution a encore une vertu? C'est compliqué comme question. J'ai envie de vous dire que la problématique, moi, qui me vient en vous écoutant, c'est que la justice est dans le même état que l'hôpital. Pour le coup, c'est un domaine que je connais bien. J'y passe mes journées, je suis enseignant à la fac de médecine, donc bon, Dieu sait si cette question de l'hôpital est une question que je connais bien, et on le voit actuellement, où finalement ça se termine ensuite devant les juges, lorsque vous avez 20 heures, 30 heures d'attente, et avec les couacs en cascade, ben ça atterrit ensuite devant le juge. Mais au fond, ce qu'il y a d'essentiel dans tout ça, c'est quoi? Ben c'est précisément que ce que dit madame qui est intéressant, c'est que au moins le Covid a révélé quelque chose, c'est que la justice n'est pas un bien essentiel. Ça y est, c'est dit en fait. Au moins maintenant c'est dit. Je veux dire quelque part, au moins c'est assumé maintenant.
jusqu'ici, on pouvait encore avoir un doute. Et je vais dire quelque chose de pas sympa, mais la preuve que c'est pas un bien social, c'est qu'on a nommé Dupond-Moretti à la tête du ministère de la Justice. Non mais celui qui nomme Dupond-Moretti à la tête du ministère de la Justice, j'ai rien contre mon confrère, c'est pas du tout un grief. J'ai tout contre le ministre, mais rien contre le confrère. Mais celui qui nomme un Dupond-Moretti à la tête du ministère de la Justice doit quand même savoir ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il sait que sa volonté n'est pas de trouver une solution à un problème, mais il est d'entrer en confrontation avec le système. C'est un choix politique en fait. C'est pas celui que moi j'aurais recommandé. Mais après, voilà. Et je voudrais juste pragmatiquement, si vous voulez, vous donner deux aspects qui illustrent cet état de mal judiciaire. J'ai des grosses affaires, on a au cabinet essentiellement des grosses affaires, essentiellement en santé et en santé publique. Tribunal de province, juge d'instruction débordé, et j'arrive en avance et je discute avec la greffière, parce que quand on parle de la justice, il faut quand même se souvenir que la justice, c'est pas seulement les magistrats, mais c'est tout ce personnel judiciaire de l'ombre, et pas même de l'ombre, les greffiers ne sont pas des hommes et des femmes de l'ombre, mais qui sont maltraités quand même. Je pense qu'à un moment donné, il faut employer ce mot. Greffière, à qui je demande un stylo. J'ai oublié un stylo, j'ai oublié mon stylo. Je demande un stylo, et cette formule restera, je vous le prête, mais vous me le rendez. Parce qu'il est à moi. C'est moi qui l'ai acheté. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Et donc là, de discussion en discussion, j'apprends que c'est le magistrat sur ses deniers personnels, la greffière sur ses deniers personnels, à qui il arrive de compléter l'achat de ramettes de papier, à qui il arrive d'acheter des trombones. On en est là quand même. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, tribunal correctionnel de Douai, ça m'avait frappé. À Douai, il pleut tout le temps quand même, il faut le savoir. J'y suis allé 3 fois, il a plu 3 fois quand même. Mais si, je vous assure, j'y suis allé 3 fois, et 3 fois il a plu quand même. Et il pleut dehors, mais il pleut dedans aussi. Il pleut dans les salles d'audience quand même. Comment voulez-vous rendre la justice dans des conditions dignes, et même pas dignes, mais normales, quand effectivement il pleut dans la salle d'audience? Comment c'est seulement possible? Est-ce que c'est seulement possible en fait? Enfin, dernier aspect, les confrères le diraient mieux que moi. J'ai hélas, enfin pas hélas, mais ou tant mieux, j'ai assez peu de dossiers du quotidien finalement, donc je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Mais les justiciables ordinaires, je vais appelons-les comme ça, moi j'ai des confrères qui arrivent à 13h en salle d'audience et qui en sortent à 21h, mais si eux en sortent à 21h, c'est que le magistrat, lui, et le greffier, il en sort à 23h. C'est ça que ça veut dire. À Paris, actuellement, on a un magistrat qui me racontait cette histoire, au terme de laquelle il y a tellement de dossiers que parfois l'après-midi d'audience ne suffirait pas à les épuiser correctement. En fait. Et donc, vous parliez du budget de la justice. Mais ça pose 2 questions. Où passe l'argent? Et je pense que c'est le drame de notre société. Où passe l'argent? L'hôpital aussi voit ses budgets augmenter. Et pourtant, l'argent n'arrive pas là où il doit arriver. L'hôpital, je vous raconte une anecdote très rapide sur le CHU de Tours, en l'occurrence, que je connais bien, où voilà que l'ARS s'est mise en tête de venir réformer l'hôpital. Quelle idée. Réformer l'hôpital. Très bien. Alors pour ça, on va donner un cabinet de conseil qui va venir auditer les médecins et tout le personnel administratif et soignant. Et donc très content, le personnel soignant dit bah tiens, ça va être l'occasion d'exprimer tous les manques qui sont les nôtres. Très bien. 3 mois sont épuisés à venir écouter les doléances et donc à venir exprimer celles-ci. Au bout de 3 mois, le cabinet de conseil en grande pompe réunit une assemblée générale des soignants dans laquelle il va faire ses propositions. Ces propositions, c'était de réduire de 30% les effectifs parce que, alors c'est en plus, pour le coup c'est pas vrai qu'il dit ça celui-là, mais donc c'est intéressant parce que, et il le justifie d'ailleurs, il dit, si vous voulez une hospitalisation plus effective et avec des budgets comme vous êtes en déficit, ben, il faut des traitements plus rapides, il vous faut donc des hospitalisations plus courtes, et donc il faut limiter le nombre de soignants et les réaffecter. C'est exact, du coup ils se sont fait jeter, mais bon, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Et la justice, c'est un peu le même problème. Et je termine en vous disant que on parle beaucoup de la justice pénale, mais il ne faut pas oublier que la justice pénale est une partie de la justice.
que la justice civile, elle est fondamentale. La justice aux affaires familiales est tout à fait fondamentale. Elle règle le quotidien des gens. Pensez au juge pour enfants, le juge des tutelles. À tous ces gens qui ne font pas la une. Finalement, on se focalise beaucoup sur la justice pénale. Et c'est important de signaler que le quotidien des gens, il n'est pas uniquement régi par la justice pénale. Et je vais vous dire le problème, trivialement, c'est qu'à la limite, la justice pénale, elle a au moins les considérations médiatiques, alors pas toujours de la même manière, on est d'accord, mais tous les autres, mais tout le monde s'en fout, en fait. C'est ça le drame, en fait. C'est qu'aujourd'hui, la société n'imagine pas ce qui se passe pour avoir un divorce aujourd'hui. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a décomplexifié les choses. Et décomplexifier, ça veut dire fragiliser l'institution du mariage, par exemple. On a aujourd'hui les juges pour enfants qui ont des délais tels d'audiencement que c'est pas possible de rendre une justice de qualité dans ce contexte. Mais enfin, la vraie question, c'est est-ce qu'on veut rendre une justice de qualité ? Est-ce que c'est vraiment l'objectif ? Est-ce qu'on veut une médecine de qualité ? Ou est-ce qu'on veut juste faire de la communication autour de la justice et autour de la santé ? Moi, je pense réellement que c'est le drame de notre société, et vous l'avez vécu, madame, sans doute à l'aune des réformes de Nicolas Sarkozy en particulier, avec cette problématique de la productivité. Où le problème, c'est que la justice, elle est faite par des hommes qui réfléchissent. Quand elle sera faite par des intelligences artificielles, on pourra en discuter. Mais tant qu'effectivement il y a des hommes qui rendent la justice et qui composent le système judiciaire, il faut le temps qu'ils prennent est un temps de réflexion. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que pour qu'ils réfléchissent, il leur faut des effectifs. Parce que sinon, ça ne marche pas. Et je termine en vous donnant cette formule de Jacques Trémolet-Villers, donc illustre Jacques Trémolet-Villers, qui avait cette formule en disant « La justice, foutez-lui la paix, donnez-lui les moyens de travailler ». Donc ça se résume à une question de moyens en fait, hein, selon Maître Fabrice Divisio, hein, quand même. C'est essentiellement, mais là-dessus vous êtes quand même d'accord, aussi bien sur les délais que sur la capacité simplement à donner de la visibilité aux juges du quotidien, juges civils, etc. Et au fait de permettre aux gens de travailler, le fait qu'ils ne pleuvent pas dans les salles d'audience, pour moi tout ça c'est une question de moyens. Béatrice Brugère. Merci. Vous avez un stylo, je vous le prendrai. Alors, oui et non. La question des moyens, elle est importante, évidemment. Elle est... On entend le même discours à l'éducation nationale. Oui, en réalité, la question des moyens aujourd'hui, c'est l'addition qu'on paye de toute une politique budgétaire contre les services publics, de gestion qu'on connaît, qui a été celle de la réduction des coûts et d'une mauvaise gestion d'ailleurs des services publics, qui était sur une vision de réduction des coûts et pas d'investissement sur ce que moi je pense être essentiel, c'est-à-dire les hôpitaux, la santé, la justice, etc. Donc aujourd'hui on paye l'addition et tout ce qui a été décrit par Maître Divisio est tout à fait juste. Je pense que même il est en deçà de la réalité. Mais en fait ce qui est assez bizarre, c'est comme dans les hôpitaux, ce sont des métiers d'engagement où finalement, même si on n'a pas de stylo et qu'il pleut dans les salles, on a des gens extrêmement motivés, ce qui fait que les institutions continuent à travailler. Et je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas c'est une réalité. Donc en réalité, ça continue quand même avec une maltraitance de moyens budgétaires qui est réelle. Moi, je pense que ce sujet, il est déjà bien identifié, il est réel. Il est assez simple à résoudre, hein, puisque il suffit de rajouter des moyens, mais ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, en tout cas pour la justice, c'est qu'aujourd'hui, on a un logiciel qui dysfonctionne. C'est-à-dire que c'est plus compliqué qu'une question de moyens. C'est-à-dire qu'on a un système qui crée lui-même les conditions de sa propre neutralisation. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on a trop de lois. On a une procédure qui est de plus en plus complexe. On a un morcellement de l'action judiciaire qui fait qu'on peut faire appel de tout et de rien. Et que finalement, on est arrivé dans ce qui doit être la procédure, dans un processus bureaucratique quasiment. Qui fait qu'aujourd'hui, on est dans des injonctions contradictoires. Je prends un exemple sur quelque chose qui parle peut-être plus facilement, qui est l'exécution des peines. On a quand même réussi à créer un système d'exécution des peines qui permet de défaire tout ce qu'on vient de faire. Donc c'est un problème intellectuel. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des injonctions contradictoires permanentes. On nous demande à nos magistrats d'être à la fois répressifs,
Mais une fois qu'on est répressif, on nous demande de défaire et de ne pas faire ce qu'on nous demande de faire. Bon, c'est un peu un problème de psychiatrie, mais on y arrive. Donc, c'est ce que j'appelle les injonctions contradictoires. C'est-à-dire que notre système est devenu totalement incohérent. On a perdu la boussole. C'est-à-dire qu'on n'a plus de vision claire. Là où je suis d'accord avec ce que vous avez dit au départ, c'est que aujourd'hui, si on veut refonder, il faut avoir une vision claire de là où on veut aller. C'est-à-dire qu'il faut déterminer quelles sont la hiérarchie de nos priorités. Et là, on est comme dans un système flou. C'est-à-dire qu'on s'épuise, on travaille, mais ce que je disais tout à l'heure d'une façon un peu lapidaire, mais on ne produit rien de qualité. Et on s'en fout ce qu'on produit. En réalité, on est sur une gestion de flux, on est sur un traitement de masse qui tient à des causes extrêmement diversifiées. Trop de normes, une extrême judiciarisation de toute la vie, donc tout est normé. Qui dit norme dit possibilité de faire appel au juge. Et aujourd'hui, la place du juge est devenu l'acteur principal de toutes les régulations. C'est-à-dire qu'il faut mettre ça en miroir avec la défaite de l'État qui est devenu faible et qui demande aux juges, en réalité, de régler tous les problèmes, y compris ceux qu'on ne devrait pas régler. Donc en fait, c'est sans fin, c'est un peu vider la mer avec une cuillère. Tout ça pour dire que, quand bien même on mettrait beaucoup d'argent, ce que je souhaite et ce que tout le monde souhaite, et beaucoup de stylos, si vous ne changez pas le logiciel, en réalité, ce que vous allez mettre ne va pas sauver le système. C'est-à-dire que le système, il faut le refonder, le repenser, y compris dans ses priorités, y compris dans ses process, y compris dans sa cohérence. Et là où vous avez raison aussi, je sais que vous voulez mon micro. Je sais que vous voulez prendre la parole. Je me méfie des avocats. Non, je vous la rends. Là où vous avez raison, c'est qu'il y a un focus sur le pénal qui n'est pas juste. Pour donner une idée, on rend à peu près 2 millions de décisions par an au civil. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que la justice, de ce côté-là, ne fonctionne pas. On rend des décisions, ce que j'appelle un contentieux de masse, un flux énorme. Au pénal, on doit être à peu près à 600 000 décisions par an. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on a pour... En plus, si on fait un petit comparatif au niveau européen, on a 10 fois moins de magistrats au parquet que les autres pays européens. On est complètement... Donc ça veut dire qu'on est en surchauffe, on travaille énormément. Pour autant, c'est là où je dis qu'il y a un problème à la fois de logiciel, de priorité et de RH. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir à la manière dont on peut réformer le système pour qu'il soit efficace. Productif, certes, mais efficace, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, il faut que les citoyens s'y retrouvent également dans la qualité, dans la rapidité et dans la cohérence de ce qu'on fait. Un mot juste pour synthétiser. Donc trop de lois, trop de normes, pas assez de magistrats et en fait la justice victime de son succès puisque elle a acquis une position de centralité dans la société. Chacun y fait appel pour tout et n'importe quoi et même encore plus. Et donc en réalité, vous êtes un peu victime des sollicitations qu'on adresse aux juges. Maître Divisio, s'il vous plaît de ce côté-là aussi pour qu'on puisse vous voir. C'est important parce que vous avez soulevé un problème, vous avez raison de le soulever, mais est-ce que c'est le problème de la justice en tant que telle? Elle en est victime en fait en réalité. Mais là où vous avez raison, c'est incontestable, c'est qu'en fait il y a un paradoxe en France qui est l'hyperinflation législative, et on se rappelle que Bernanos, qui écrit dans le dialogue de Kermely, c'est pas nous qui protégeons la règle, c'est la règle qui nous protège. Est-ce qu'on a encore une règle qui nous protège ou une règle qui nous emmerde? Soyons clairs. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez une règle pour tout, et c'est certainement pas l'Union européenne qui va venir nous aider sur ce point. On a une hyper-normativité, mais ça traduit juste une chose. Ça traduit une faillite de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, la notion même d'État et de souveraineté, en fait, on est en train de régresser. On est presque passé du roi suzerain, on est en train de régresser. Cette étape de la suzeraineté à la souveraineté, on est en train d'aujourd'hui, finalement, avoir un État régleur qui vient régler les problèmes des gens, qui vient, sous couvert de protection accordée ici par la loi, la protection à une catégorie de personnes puis à une autre, mais qui n'a plus du tout de vision, en fait, globale, qui n'a plus du tout de vision et bien d'ensemble. Et ici, je reprends cette formule que j'aime bien, où Cavalier prend traîneur de chevaux. J'ai découvert, moi, quelque chose de fondamental. On se demande souvent, c'est un
intéressante parce qu'on se demande souvent pourquoi le cheval, d'un seul coup, commence à avoir peur de quelque chose alors que vous avez peur de rien, quand vous êtes dessus, vous ne comprenez pas. Et bien vous le comprenez le jour où vous découvrez que le cheval n'a pas la même vision que vous, que lui il a une vision globale des choses et vous une vision focale. Et le problème, c'est que l'État n'a plus de vision globale aujourd'hui. Il n'y a plus d'État. C'est aussi bête que ça, en fait. On peut parler de constitution, de tout ce que vous voulez, mais c'est beaucoup plus que ça. Je vais vous dire, mon sentiment profond, c'est que ça a commencé à poser problème le jour où vous avez fait de la politique une science au lieu d'une philosophie, en fait. C'est tout. À l'origine, à la base, vous avez effectivement une philosophie politique qui, un jour, à la faveur de l'histoire, s'est transformée en science politique. Or, les paradigmes ne sont pas les mêmes. Et on ne s'en sortira pas tant qu'on ne sera pas revenu à une norme qui protège et pas qui emmerde. En fait, Emmanuel Macron avait dit, finalement, il faut arrêter d'emmerder les Français. Bon, raté, mais pour le coup, et c'est fondamental. Et dernier point sur cette question, oui, effectivement, on demande beaucoup aux juges, c'est incontestable, mais parce que, en fait, on a une société qui aussi a basculé dans un individualisme forcené, et où finalement la notion même de communauté devient un problème. Regardez, on lutte contre les communautarismes, on a confondu la notion d'État et de société depuis longtemps, la société entendue comme communauté de destin, on n'a plus de destin commun en France. Et donc si vous n'avez plus de destin commun, et bien forcément vous passez par des règles qui ne protègent plus mais qui harcèlent, vous passez par des normes qui sont de plus en plus contraignantes, parce que ce que vous ne pouvez pas faire par la communauté de destin, vous devez le faire à la force du poignet de façon artificielle. Et forcément que la justice est victime de ça. C'est incontestable en réalité. Mais sur ce dernier point, il y a un élément, c'est que les magistrats, pourquoi je parlais des moyens? Parce qu'en fait, néanmoins, quand même, alors, juste sur le point des procédures, c'est une catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de recruter, on a une inflation législative, et plutôt que de recruter des magistrats pour gérer cette inflation législative, non, on emmerde les plaideurs. Nous, aujourd'hui, je vous donne un exemple, en appel, moi j'y vais plus. Je prends des spécialistes des procédures d'appel, je ne touche plus aux procédures d'appel. Pour des questions de responsabilité, je n'y vais plus. Ça devient insupportable. Vous ne pouvez rien faire sans qu'à un moment donné, vous avez l'impression tout le temps que, en fait, le but, il est de faire en sorte d'éliminer votre dossier pour qu'il n'ait pas à être traité et pour qu'à un moment, on désengorge la justice avec des normes totalement stupides qui n'ont aucun sens sur le plan procédural. Bon, du coup, ça génère une frustration, du coup, ça génère effectivement, véritablement, une vraie frustration. Et donc, tout ça pour dire qu'à la fin de la fin, le problème qui se pose néanmoins, c'est que, pourquoi j'insistais sur la question des moyens? Parce que, pour moi, le problème quand même à la base, à la base au moins, c'est que quand vous travaillez dans une salle d'audience où il pleut, j'ai envie de dire, quelque part, tous les autres problèmes deviennent presque accessoires. En premier, quand vous en êtes à devoir acheter vos ramettes de papier, c'est une catastrophe. Vous n'avez plus la liberté intellectuelle pour pouvoir se dire, mais comment je fais pour rendre des décisions de qualité? Et pourtant ça tient parce que c'est aussi un métier de passion. Ça tient parce que, et ça je reviens sur ce que vous disiez, vous disiez quelque chose au départ sur lequel moi je pouvais réagir, tout au départ, l'opposition entre les magistrats et les avocats. Aujourd'hui, moi j'y crois pas à cette opposition. Moi j'y crois pas du tout en fait. Pour le coup, ça c'est vrai que dans la même famille, l'opposition aux magistrats et avocats, les avocats magistrats, mais j'y crois pas du tout, si vous voulez. Je crois qu'en réalité, tout le monde est embarqué dans la même galère. Et c'est ça le problème. Et vous savez, j'ai été membre du staff de campagne de Nicolas Sarkozy à l'époque, et j'étais en charge, entre autres, de la réforme de la carte judiciaire. Je pourrais vous en raconter 1 milliard là-dessus. Au sens où, quand vous voyez comment ces décisions de réforme de la carte judiciaire ont été prises, pour certaines d'entre elles en tout cas, c'est de la maltraitance des avocats, de la maltraitance des justiciables et de la maltraitance des magistrats. Parce qu'on parle beaucoup effectivement des magistrats, mais quand vous voyez l'aide juridictionnelle qui est quand même un bien essentiel là aussi, et combien sont rémunérés les confrères qui travaillent à l'aide juridictionnelle, il y a une volonté de ne pas défendre, en fait, de ne pas avoir une défense de qualité. C'est inadmissible. Alors, il y a un point sur lequel il est quand même important. J'avais lancé quand même le sujet sur la politisation de la justice, la question qui occupe aussi pas mal les esprits ce soir, sans doute. Et je pense que beaucoup de gens aimeraient avoir un peu des réponses ou une analyse sur le sujet. Comment se fait-il que la justice soit si politisée? D'abord, l'est-elle autant qu'on le dit? Et puis, si elle l'est, pourquoi? D'où ça vient? Est-ce qu'il y a une culture
qui en fait va à l'encontre de son principe même. On va commencer avec vous, Béatrice Brugère, sur cette question-là, en tant que... Bah écoutez, c'est bien qu'on alterne, mais je suis persuadé que vous avez un avis en plus. Alors... C'est un sujet embarrassant. Non, mais c'est un sujet, en fait, c'est un sujet qui peut être traité de façon assez simpliste, voilà, les magistrats sont de gauche, on est politisé, etc. Je ne crois pas trop à cette légende. En réalité, je pense que les magistrats, d'abord, sont comme tous les citoyens, ils sont conformistes à l'ère du temps. Non, mais je veux dire, non, mais on n'est pas... Ils sont assez... Non, mais ils sont représentatifs de la société, en réalité. Voilà, même si, alors, c'est quand même une sociologie particulière, les magistrats, parce que c'est un corps qui est constitué à plus de 70% de femmes. Voilà, donc c'est, je sais pas si c'est trop, mais c'est vrai, en tout cas c'est comme ça. Donc je sais pas ce qu'on peut en tirer d'ailleurs. Je n'en tire évidemment aucune conclusion hâtive, mais c'est une réalité sociologique, c'est-à-dire que c'est un corps déjà où il y a beaucoup de femmes, et encore une fois sur la politisation, j'apporterai quelques nuances. Oui, il y a des magistrats qui sont engagés à gauche, mais même à droite d'ailleurs aussi, parce que visiblement ils ont été un peu, j'allais dire, outés, pour prendre un terme à la mode, par ce qu'on appelle le mur des cons, c'est-à-dire le syndicat de la magistrature, qui assume complètement une orientation politique. Ils sont nés en mai 68 et ils ont une vision de la justice qui est très particulière. Voilà, on connaît leur doctrine et elle est assumée. Ce sont des magistrats qui pensent qu'ils sont d'abord acteurs de la société, de la transformation de la société, et que leur métier de magistrat participe de cette transformation avec une vision un peu de lutte des classes, puisqu'en fait c'est ce qui a déjà été dit. Bon, ça ne représente pas du tout toute la magistrature, et heureusement d'ailleurs, loin s'en faut. Mais ça existe et c'est visible, donc c'est identifié comme tel. Et puis on a eu quelques affaires politiques qui ont renforcé, j'allais dire, cette vision d'une justice très politisée. Et encore une fois, ces 2-3 affaires ramenées à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la masse de jugements. Si on prend l'affaire Fillon et peut-être les affaires Sarkozy, toutes les affaires politiques en fait que l'on connaît, ou quelques cas comme ci et là, en réalité, ramener à la masse des décisions qu'on rend par an, c'est plus qu'un épiphénomène, c'est ultra marginal. Pour autant, c'est visible et c'est ce que l'on met sous les pages. Je pense qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a des syndicats, donc il y a un syndicat qui est politisé, qui l'affirme, c'est vrai. Je crois que la politisation, elle vient du politique lui-même. C'est-à-dire que c'est le politique qui contamine le judiciaire. Comment ? D'abord par son périmètre d'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de faire du juge finalement l'acteur de toutes les régulations, c'est-à-dire d'aller dans des champs où il n'allait pas, politise de facto l'action judiciaire. C'est-à-dire le fait que la norme lui donne la possibilité de juger toute la vie privée, toute la vie politique, fait que, évidemment, ce périmètre lui donne un pouvoir réel de décision. Ensuite, le politique, et c'est très particulier en France, a une vision sur les nominations qui tient à sa main, qui fait que lui-même politise finalement, par le biais des nominations, des parcours, j'allais dire, d'alternance politique. C'est-à-dire que si vous voulez faire carrière, pour certains magistrats en tout cas, vous êtes sur une alternance de gauche, de droite, au centre, un peu moins au centre, ce qui fait que ça aussi, ça politise. Donc, je pense que sur la masse des affaires, il n'y a pas tant de politisation. Il y en a d'autant moins que chaque affaire, en fait, et c'est ce qu'on n'imagine pas, est traitée par plein de magistrats différents. C'est-à-dire que le morcellement de l'action, et ça je parle sous votre contrôle, maître Division, c'est-à-dire que sur une affaire, vous allez avoir plein de magistrats qui vont se pencher. On peut aller jusqu'à 15 magistrats différents.
Donc si vous voulez avoir une affaire toute politisée de A à Z, c'est quand même déjà un exploit. C'est-à-dire qu'il faudrait que toute la chaîne des acteurs soit exactement dans le même sens, etc. Donc ça peut arriver, mais c'est ultra marginal. Moi je pense que c'est surtout que les magistrats sont dans l'air du temps, que l'École nationale de la magistrature les forme surtout à les biberons, au droit de l'homme, ce côté acteur, un peu assistant social. Par exemple, c'est pas vraiment de la politisation, c'est un biais en fait idéologique, c'est encore plus fort d'ailleurs. L'approche sur l'exécution des peines. On a par exemple en France un fort mouvement contre l'exécution des peines. En France, on n'aime pas les prisons. En France, on n'aime pas exécuter. En France, on est sur une vision de réinsertion. Mais qui j'allais dire, porte ça? D'abord, c'est le législateur. D'abord, c'est le législateur qui fait les lois. Pourquoi je dis que c'est eux qui nous contaminent? C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que le magistrat exerce dans un cadre législatif. C'est-à-dire que s'il n'a pas la capacité de le faire, il ne peut pas le faire. Donc, en fait, il est incité également à avoir cette vision qui, est beaucoup plus large qu'une vision droite-gauche. C'est plus ce que j'appelle le conformisme de l'ère du temps, etc. Donc, oui, ponctuellement, il y a comme ça des enjeux. Oui, on a une démocratie totalement immature sur les nominations. Là, je reviens d'Israël et il y a des manifestations absolument incroyables dans la rue sur la réforme de la Cour suprême. En fait, on a exactement les mêmes débats que chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Israël, alors ce qui est génial, c'est qu'en tout cas, tout le monde est dans la rue et tout le monde se bat pour la justice. Le jour où on verra tout le monde dans la rue se battre pour nous, on aura fait un grand progrès. C'est pas le cas. Mais eux, ils se battent. Pourquoi? Parce que là-bas, en fait, la Cour suprême se mêle de tout et de rien. De tout et de rien. Alors, je ne fais pas du juridique. Ils donnent des avis sur tous les sujets politiques, sociétaux, etc. Donc, il y a un fort mouvement aujourd'hui de reprise en main de la nomination des magistrats. Alors, c'est le président du Premier ministre aujourd'hui. Alors, il y a aussi d'autres enjeux personnels pour lui, puisqu'il a quelques dossiers en attente. Mais on voit très bien que c'est ce débat de gouvernement des juges qui, en fait, a le dernier mot. C'est ça la question. Qui a le dernier mot sur la décision? Est-ce que c'est le politique ou c'est le magistrat? C'est ça la vraie question. Et donc, aujourd'hui, ces débats qui alimentent toutes les démocraties sont pas propres à la France, mais sont propres à tous les systèmes démocratiques qui sont immatures. C'est-à-dire que la maturité aujourd'hui, ça serait que la justice acquiert une forme d'indépendance, ça ne veut pas dire une subjectivité, mais une forme d'indépendance qui soit éloignée de toute zone d'influence dans ses nominations et dans l'exercice de son pouvoir. Ce sujet n'est absolument pas réglé en France. Le statut du parquet aujourd'hui est sur la table. Tant qu'il ne sera pas réglé, la question de la politisation, des nominations, des carrières, et évidemment de la manière dont on positionne la justice dans les institutions, continuera à faire qu'aujourd'hui, on a une justice qui n'est pas exempte de zone d'influence. Alors, politisation, mais surtout conformisme. Indépendance, ça serait un vœu de Béatrice Brugère, mais savoir comment la matérialiser, cette indépendance, dans les nominations en particulier. Quelle est votre analyse, Maître Divisio, sur ce terrain de la politisation? Je ne crois pas que le mot politique soit un gros mot, déjà. C'est-à-dire que les magistrats aient des opinions politiques. Je ne crois pas qu'effectivement, le jour où ils endossent la robe en sortant de l'école, on leur demande de devenir des sous-citoyens. Hein? Donc moi, je ne suis pas perturbé à l'idée qu'une certaine idée de la société émerge chez tel ou tel magistrat. Ça, c'est le premier point. On distingue les opinions politiques individuelles des opinions politiques collectives et syndicales, ce qui est autre chose. Moi, qu'un syndicat national de la magistrature, l'affaire du mur des comptes, c'est pas la politisation qui me pose un problème. C'est pas ça qui me pose un problème. Que le syndicat sur la magistrature soit à gauche et considère que tous ceux qu'elle a placardés là soient effectivement indignes de je ne sais quoi, ça, à la limite, bon, ils ont le droit de le penser. Ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est le dire. C'est là où il y a un problème. Là où il y a un problème, c'est quand, effectivement, dans un local de magistrats, dont vous avez placardé des gens, dont des parents de victimes, quand même, on se souvient de quoi on parle, de parents de victimes, là, vous avez franchi un mur, qui n'est pas le mur des cons, mais qui est le mur de la honte, en fait. Et à ce moment-là,
que le pouvoir politique n'ait pas réagi sèchement, la seule solution, c'était la dissolution du syndicat. Il n'y en avait aucune autre. Quitte à ce qu'il se recrée derrière. Mais il fallait immédiatement que le pouvoir politique prenne les choses en main en disant là, vous avez franchi une ligne qui est inacceptable. Comment voulez-vous que moi, plaideur, je puisse demain matin, vous savez que la justice, cette impartialité, l'apparence de l'impartialité également, comment voulez-vous que je puisse plaideur lorsque je défends Nicolas Sarkozy, ou que sais-je, ou n'importe quel membre de l'UMP, ou enfin des Républicains, m'interroger sur le point de savoir si le magistrat que j'ai en face de moi n'a pas été de ceux qui ont placardé son image dans leurs locaux. Comment je fais pour le savoir? Et à partir du moment où je me pose la question, c'est foutu, en fait. Ça, c'est le premier point. Maintenant, deuxième élément néanmoins, c'est que vous avez raison de souligner le conformisme des magistrats. Mais je vais vous rassurer, on a les mêmes chez nous. Et que moi, j'ai été choqué au plus haut point que les avocats, et non des moindres, et des bâtonniers, des anciens bâtonniers, viennent signer une tribune dans le JDD pour appeler à voter Emmanuel Macron. D'ailleurs, ils ont mis mon nom dessus, c'est assez extraordinaire. Je n'étais pas au courant. Ils ont quand même signé une tribune pour appeler à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Et ils ont le droit, hein, c'est pas le débat, mais au motif pris que celle-ci constitue un danger pour l'état de droit. Mais à un moment donné, est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on fait là? Est-ce qu'on se rend compte que ce qu'on cherche à faire, c'est influencer le jeu politique? Et du coup, là où je suis forcément d'accord, dans ce conformisme, c'est que c'est l'état de la société. C'est-à-dire que nous avons une société où nous avons un vrai problème. Nous avons un vrai problème avec l'idée même du politique, parce que on parle du gouvernement des juges. Moi, j'y crois pas beaucoup au gouvernement des juges, pour être honnête. Je pense que ce mot a commencé à émerger quand le juge est devenu juge du gouvernement, en fait. Et que tout à coup, il a fallu ouvrir un contre-feu. Que d'ailleurs, je trouve ça extraordinaire parce que vous savez qu'on a commencé à s'intéresser à la problématique de la détention provisoire et tout ce que vous voulez quand les hommes politiques ont commencé à y aller, quand même. Donc finalement, peut-être qu'il faudrait qu'ils aillent tous un peu plus pour qu'on ait des réformes substantielles. Mais je veux dire, c'est intéressant, parce que jusqu'ici, la justice de l'ordinaire, ça n'intéressait personne, en fait. C'est quand les hommes politiques ont commencé à être saisis par la brutalité du système judiciaire, parce qu'il est brutal, mais parce qu'il est brutal, parce que c'est naturel qu'il soit brutal, c'est même pas un reproche. Je veux dire, évidemment que quand vous comparaissez devant un tribunal correctionnel pour des faits qui sont au demeurant graves, il y a une forme de brutalité, le juge n'est pas votre copain. Et comme le politique a l'habitude qu'on ne soit que ses copains, tout à coup, qu'il se retrouve face à quelqu'un qu'il a nommé, qui lui doit sa carrière, d'une certaine façon, et qui tout à coup revendique une indépendance en disant « Attends, on s'est pas compris, t'es pas mon copain, je suis pas ton copain, moi je vais faire un boulot qui est celui pour lequel je suis payé, et fin de l'histoire », du coup c'est insupportable pour lui. C'est ça la vérité, je veux dire. La vérité, c'est qu'il ne faut pas se tromper non plus. Cette histoire de politisation, on en parle de deux façons. On en parle quand on met des hommes politiques en prison, et encore pas tant que ça quand même, hein. Pas tant que ça, faut quand même pas déconner. Et deuxième élément, ce qui est vrai, c'est que en matière, on parle beaucoup de la question de l'application des peines, on parle beaucoup du laxisme judiciaire, mais alors ça c'est très amusant, parce que du coup, quand vous avez un juge qui est laxiste, bah du coup c'est qu'il est à gauche, mais quand vous avez un juge qui va en prison, il est à droite. Mais comme le juge, on passe son temps à avoir des injonctions contradictoires, puisqu'il faut qu'il mette les gens en prison, mais pas trop, vous savez que l'anecdote au parquet me racontait mon père, pour le coup, il y a quelques années, où on a quand même des circulaires ont demandé au parquet, aux assises, au parquet généraux, enfin, donc du coup, au parquet généraux aux assises, sur certaines infractions graves, d'éviter de requérir trop fermement. Et ça veut dire quoi? Il aux assises, à un moment donné, et je requiers en fonction du dossier. Mais à l'inverse, me racontait-il que dans certains dossiers, il a requis un acquittement parce que les éléments du dossier n'y étaient pas, et il s'est fait remonter les bretelles par la loi hiérarchique, en fait. Donc, évidemment qu'il y a des injonctions contradictoires permanentes. Il y a un mot qu'on n'a pas, il y a quelque chose qu'on a oublié de dire. Je vais ici dire que moi, le juge judiciaire, pardonnez-moi, mais j'ai des griefs qui sont très minimes sur la question de la politisation. Vous voulez un juge politique? Allez voir le Conseil d'État. Là, pour le coup, vous connaissez la formule du doyen Oriou. Juger l'administration, c'est encore administrer. Et j'ai envie de dire, juger le gouvernement, c'est encore gouverner. Qui a pris les décisions, certaines décisions en référé liberté pendant ce Covid? C'est Christine Mauguet. Christine Mauguet, juge des référés. C'était qui? C'était ma prof en droit public économique, mais pas seulement. Ça a été la directrice de cabinet de Christiane Taubira. Donc, à un moment, vous avez quand même quelqu'un qui est issu du ministère. Vous savez qu'Édouard Philippe est conseiller d'État, que Jérôme Salomon a été pressenti pour aller au Conseil d'État, que ça a fait bronca, que donc il n'y est pas allé. Agnès Buzyn
avait été pressenti au Conseil d'État. Donc vous avez une absence de barrière entre le juge administratif et l'État qui est là est largement plus problématique et beaucoup plus grave. Parce que je vous rappelle que le juge judiciaire, lui, c'est pas du tout une manière de minimiser son rôle, mais il traite des situations individuelles. Il n'a pas le pouvoir de juger de l'état de la réglementation. Celui qui a ce pouvoir-là, c'est le juge administratif. Donc le juge le plus politisé de France, et qui est complètement assumé, c'est le Conseil d'État. Je vous rappelle qu'il y a un arrêt quand même de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est l'arrêt Procola, qui avait dit qu'en fait il fallait séparer institutionnellement les fonctions d'avis au gouvernement des fonctions contentieuses. Il avait effectivement employé ce mot de problème structurel. Quand on a essayé de faire appliquer la jurisprudence en France, le Conseil d'État, avec l'aval du gouvernement, nous a répondu « Ah mais non, mais nous, c'est pas pareil. Parce que nous, on a des filtres très clairs entre l'avis au gouvernement et le contentieux. » Oui, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir combien de décisions ont été retoquées par le juge du contentieux. Et bien en fait, assez peu. Vous avez un vrai problème avec le Conseil d'État. Et vous voyez, en toute honnêteté, on en parle peu parce que ce n'est pas la une médiatique ou ce que vous voulez. Mais ça, moi, je suis beaucoup plus inquiet que sur les questions diverses et variées de ceci ou cela. Alors, je suis tout à fait d'accord et ravie qu'on renvoie la balle pour une fois aux magistrats de l'ordre administratif, mais pas que. En réalité, vous avez raison, c'est une économie circulaire des nominations. Ils passent de cabinet ministériel, de cabinet de directeur de cabinet, etc. Et sont à la fois conseil du roi, enfin conseil de l'État, sont sur des sections de conseil, de contentieux, etc., etc. Là, alors, la question de la séparation des pouvoirs, de la nomination, etc. est cruciale. Et pourtant, personne n'en parle. Ça n'intéresse personne. Alors, il y a des raisons évidentes à ça, mais c'est vrai que nous, on est plus facile, plus visible. C'est plus simple aussi. C'est plus facile de taper sur un magistrat de l'ordre judiciaire, un magistrat pénal. Il y a quelqu'un qui sort, qui commet un crime, à qui la faute, etc. Pourtant, le pouvoir est là. Le pouvoir est là, vous avez raison, et ce que je rajouterais, c'est deux choses. Un, le juge administratif a pris un périmètre d'action de plus en plus important. Donc là, ça devient très problématique en termes de liberté publique, mais aussi même de liberté individuelle en réalité, parce qu'il y a des enjeux énormes, et on l'a vu pendant la crise du Covid, mais pas que l'état d'urgence. En fait, on est en état d'urgence permanent. Et si on doit parler de gouvernement des juges, je pense qu'il faut les regarder du côté européen ou supranational, voire pas si loin à Montpensier au Conseil constitutionnel, où là, les nominations sont totalement politiques. Donc, et pourtant, le Conseil constitutionnel a un rôle extrêmement important aussi sur la législation. Donc, oui, je pense que c'est pour ça que je reviens à une vision un peu plus macro. C'est-à-dire qu'on a quand même une singularité en France, c'est qu'on a déjà 2 ordres de juridiction. C'est pas une évidence. Il y a plein de pays qui n'ont pas 2 ordres de juridiction. Et ces 2 ordres C'est-à-dire 2 ordres de juridiction. L'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Il y a des pays qui ont un seul ordre juridictionnel. Nous, on multiplie les ordres. Donc, on multiplie d'abord les possibilités d'influence, aussi de nomination, de diversion, enfin bon, tout ce qu'on peut connaître de connivence, etc. Je pense que d'ailleurs, dans l'idée d'une réflexion sur une refondation, une fusion-acquisition, je ne sais pas qui va acquérir l'autre, mais en tout cas, une fusion-acquisition et peut-être une vision d'une cour suprême, parce que aussi on a plein de cours différentes, ce qui fait qu'on a des décisions qui ne sont pas toujours homogènes, ce qui est une insécurité juridique. Ça, vous seriez favorable à une cour suprême ? Oui, bien sûr. Et puis surtout, une nouvelle architecture beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible, et qui serait l'occasion de révisiter la manière dont on nomme les gens et dont on réfléchit à la séparation des pouvoirs. Quand je parle d'économie circulaire de nomination, c'est incroyable. En fait, il y a un petit microcosme parisien de quelques personnes qui trustent des postes clés qu'on connaît et qui tournent. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup de magistrats du Conseil d'État qui à un moment donné pose un problème. C'est-à-dire que si vous parlez de Madame Auguet qui passe, par exemple, comme directrice de cabinet de Christiane Taubira, il est évident que quand on est directeur de cabinet d'un garde des Sceaux ou d'un ministre qui est politiquement à gauche, en général, vous êtes un peu connoté dans la même,
la même influence ou la même mouvance. Alors, je sais bien que c'est le grand serviteur de l'État, les conseillers d'État, mais quand même, la théorie de l'apparence et l'impartialité est quelque chose d'important. Donc oui, c'est un sujet majeur, ce qui ne veut pas dire que nous, on n'est pas un sujet. Hein. Quand je dis ça, je suis très contente qu'on en parle, mais nous aussi, on a un sujet. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir une vision globale. La problématique, c'est qu'on a un peu le réflexe un peu girardien du bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on a un problème, paf, on va chercher le bouc émissaire, et on n'a pas le recul pour voir en fait comment nos institutions sont dans un état de délabrement total sur ces sujets de séparation de pouvoir et de garantie d'influence. Et puis, je vais pas parler aussi des autorités indépendantes qui ont un rôle majeur et dont on parle très peu, et qui prennent des décisions, y compris sur les libertés, sur les libertés publiques, qui sont extrêmement importantes, et également du quatrième pouvoir, dont personne ne parle, qui est le pouvoir médiatique, et qui a aussi un rôle important. Alors, juste, Béatrice Beugère, je retiens la réforme principale en termes de structure, celle que vous proposez. Si on va vers une Cour suprême et une refonte du Conseil d'État, même si ce n'est pas forcément l'aspect de la justice qui est le plus visible pour les gens et le plus évident sur le terrain de la politisation, en tout cas, ce serait la priorité, l'une de vos priorités. En tout cas, ce qui je trouve, c'est repenser l'architecture de nos cours suprêmes et du partage de compétences, en effet, sur deux ordres juridictionnels qui sont un héritage qu'on connaît, qui ont une raison politique, puisqu'en fait, le Conseil d'État est là pour protéger l'administration. Mais l'indépendance des nominations, c'est possible. L'indépendance comment avoir des nominations qui soient impartiales? Est-ce que ça, c'est quelque chose de possible? Alors, il y a deux choses sur les nominations. Il y a qui vous nomme, donc ça c'est un sujet, ouais. Et quelles sont les garanties, une fois que vous êtes nommé, pour exercer votre métier. Ce qui est un deuxième sujet, c'est-à-dire que, à la rigueur, être nommé par un président de la République, pourquoi pas? Moi, je suis pas fou, mais pourquoi pas? Si derrière vous avez toutes les garanties d'exercice qui fait que quoi que vous fassiez, on ne vienne pas vous changer ou vous sanctionner, etc. Pourquoi pas? Moi, je pense qu'il faut les deux. Il faut à la fois avoir des nominations qui satisfassent à une démocratie mature, qui fait que justement, aujourd'hui, je vous donne un exemple. On parle toujours du parquet en disant le parquet est nommé par le pouvoir politique de la chancellerie. En réalité, c'est faux. En réalité, c'est 90% des postes, parquets et sièges qui sont aux mains de la chancellerie, c'est-à-dire du ministre de la Justice. 90%. C'est-à-dire que ce n'est pas que le parquet, c'est tous les magistrats du siège, quasiment 90%, qui doivent passer par un filtre préalable. Et alors aujourd'hui, on a une spécificité. Ça pourrait se changer, ça. Bien sûr. On a une spécificité, c'est qu'en plus, Emmanuel Macron, qui ne doit pas dormir beaucoup la nuit, regarde toutes les nominations, ce qu'on n'avait jamais eu jusque-là, quasiment une par une. Donc, ça se pilote quasiment à l'Élysée. Oui, c'est un problème, bien sûr. Il n'y a qu'en France, quasiment, et en Israël, ça se passe comme ça. On a encore une dizaine de minutes avant que Fabrice Divisio et Béatrice Beugère puissent quand même goûter à leur repas, après quoi vous aurez les questions-réponses. Fabrice Divisio sur ce point précis. Je voulais effectivement quand même vous dire quelque chose qui me paraît fondamental. Vous savez que, pour le coup, moi je suis beaucoup plus devant le juge administratif que devant le juge judiciaire. Et les affaires que j'ai devant le juge judiciaire sont des grosses affaires pénales, donc j'ai pas ce contentieux du quotidien. Vous savez que moi j'ai un problème, c'est qu'en fait, j'aime pas le juge administratif. Je ne l'aime tellement pas que le 3/4 de mon temps, j'essaye de me demander comment je peux le contourner et essayer d'aller devant le juge judiciaire. J'en suis là, c'est-à-dire que j'en suis à un moment donné à me dire, est-ce que je ne peux pas appliquer l'article 66 de la Constitution, qui fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle, et sur lequel il y a eu un coup d'État du Conseil d'État. Comment voulez-vous que dans le Covid, j'ai 100% des décisions dans le cadre du Covid qui ont été validées? Alors, sauf celles sur le culte. Je ne me demandais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais je ne sais pas. Enfin, bref. Mais je crois que vous n'imaginez pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une véritable terreur pour les plaideurs. Avec un filtre. Le Conseil d'État, il faut quand même savoir qu'il a trouvé un moyen, la Cour de cassation, j'y ai accès. J'y ai accès. Alors, c'est pas parfait, c'est pas tout ce qu'on veut, même si le filtre est en règle, la Cour de cassation à côté de ça. Mais, le fait est que le Conseil d'État, quand vous obtenez des pourvois en cassation, vous avez l'admission des pourvois, donc, où vous avez un filtre. Vous avez des magistrats, enfin des juges, pas des magistrats, des juges, qui se réunissent et qui décident que votre dossier doit être admissible ou pas à la cassation s'il a des chances d'être éventuellement est-ce qu'il y a des moyens sérieux de cassation?
Parce que vous imaginez ce que ça veut dire, quand même. Et puis, on n'a pas parlé, on parle de la justice. Mais... Qu'est-ce que ça veut dire, Parce que rien. Rien, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui fait un préjugement et qui donc vous interdit l'accès au juge. Mais alors, rassurez-vous, la Cour européenne des droits de l'homme fait pareil. Comme ça, c'est réglé. Le comité des 3 juges fait pareil. Moi, j'ai eu un dossier, là, comme c'est extraordinaire. Elle est capable de écoutez bien, hein, elle est capable de me dire, j'ai quand même une décision d'admission de mon recours. Donc j'ai mon ordonnance qui admet mon recours. 3 semaines plus tard, je reçois une décision inverse où on me dit qu'en réalité, il y a un filtre supplémentaire qui s'est réuni que j'ignorais totalement et qui a décidé de ne pas admettre mon recours, en fait. Donc on a inventé 2 filtres. Sans que vous sachiez la raison. Ah, monsieur, jamais. Mais ça s'appelle la recevabilité. Oui, c'est de la recevabilité. Mais si vous voulez, c'est le quotidien, c'est le nouveau quotidien. C'est normal qu'on juge mais non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Non. Mais non, c'est pas normal parce que, en fait, là, c'est pas le problème d'une plainte. Si vous voulez, j'ai quelque part, mon pourvoi en cassation, il est fait trop tard, c'est plié. Ok. Maintenant, il faut quand même que vous sachiez une chose, c'est que moi, j'ai dû aller devant le Conseil d'État, par exemple, parce que j'ai quand même un juge administratif qui a été capable de rejeter ma requête, parce qu'une réforme était passée que, mes culpa, j'avais pas vu, j'ai pas envoyé, c'était à l'époque encore du papier, j'ai pas envoyé ma requête dans le bon nombre d'exemplaires, il en manquait un, eh bien, ma requête a été rejetée immédiatement, sur ordonnance. Il a fallu que j'aille devant le Conseil d'État, qui, dans une bonne grâce, m'a donné raison, mais c'est ça le quotidien. Et c'est un énorme problème, parce que l'ENA forme les administrateurs et ceux qui jugent l'administration. Et c'est un énorme problème, si vous voulez. Donc moi, j'insiste vraiment sur ce point. Béatrice Brugère. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est là où je dis qu'en fait, il ne faut pas se tromper dans la hiérarchie de ce qu'il faut faire pour la justice. Je pense que déjà, le sujet, c'est un problème constitutionnel, institutionnel, d'architecture, avant les moyens. Enfin, moi, je suis un peu comme les militaires, d'abord les objectifs, et après, une fois qu'on a terminé les objectifs, on ajuste les moyens. Donc, mettre des moyens sur un système qui dysfonctionne ou qui ne marche pas, oui. La Cour des comptes, d'ailleurs, a rendu un rapport assez savoureux là-dessus, si on sait lire entre les lignes, qui dit que nous donner de l'argent, c'est un peu le jeter par les fenêtres tant qu'on n'aura pas été en capacité de se réformer, d'être performant, et c'est-à-dire d'avoir un système qui ne soit pas entre l'époque napoléonienne et les ronds de cuir de Courteline. Bon, bref, donc du coup, voilà, je pense que c'est qu'une question de... Ça veut dire que tout est important, mais c'est une question d'ordonnancement. Par quoi commence-t-on? Et donc, la question, elle est sur la table. Alors, elle est complètement disruptive, de savoir si il faut revoir les 2 ordres de juridiction. Moi, je pense qu'on est arrivé au bout du système. En tout cas, le système a démontré qu'il crée de l'injustice. Si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire dans ces dysfonctionnements qui sont de plus en plus visibles parce que le Conseil d'État a de plus en plus de périmètre d'action. On l'a vu avec le terrorisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, tout ce qui consistait à la protection des libertés individuelles était quand même du ressort du juge judiciaire. C'est plus le cas. Donc, vous êtes soumis à une juridiction qui en été politique. D'ailleurs, j'ai découvert que les magistrats du Conseil d'État ne sont pas des magistrats. Non, c'est pas des magistrats. Ils ne sont pas des magistrats. En fait, ils ont le statut de hauts fonctionnaires. Ils ont le statut d'administrateur. Exactement. Donc, en plus, en termes de garantie, j'allais dire, statutaire, on n'est pas du tout... c'est intéressant ce que vous dites, parce que la garantie d'indépendance et d'indépendance structurelle, même plus d'impartialité, mais d'indépendance, en fait, elle est prétorienne. C'est une espèce d'invention. Mais à aucun moment, si vous voulez, dans la Constitution, alors ça, il faut reprendre le moyen modèle, il faut reprendre tout ce que vous voulez, pour venir dire que le Conseil d'État, constitutionnellement, ne bénéficie pas de l'indépendance. Le seul qui en bénéficie, c'est le juge judiciaire, parce qu'il est gardien des libertés individuelles. Que lorsque la Constitution, la DDH, parle de l'autorité judiciaire, elle parle de l'autorité judiciaire, pas du Conseil du roi, en fait. Et c'est intéressant, parce que ça c'est vraiment un truc fondamental, il y a eu un coup d'État. Et ce Covid a été la manifestation de cela, où le Conseil d'État, et il ne s'en cache pas, a décidé de protéger le gouvernement en tout lieu et en toutes circonstances. Mais pire, il a rendu un rapport en fin de Covid, qui je crois est une provocation sans nom, dans lequel il se félicite
de l'extension des pouvoirs du Conseil d'État en matière de garantie des libertés individuelles, et où ce Covid aura montré que celui-ci était capable d'asseoir son rôle dans la défense des libertés. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a juste empiété sur le rôle constitutionnel du juge judiciaire. Et cet empiètement est irréversible? Non. Rien n'est irréversible aux hommes de courage et de volonté. Ce qui est étonnant, c'est que sur cette soirée consacrée à la refondation de la justice, je ne pense pas que parmi toutes les personnes ici réunies, elles imaginaient que la discussion porterait sur le Conseil d'État. En fait, je pense que là, vous avez dû surprendre. Enfin, on va voir ce que donnent les questions, parce que là, ce n'est pas le premier contact que l'opinion a avec la justice, loin de là. Donc, on est passé d'un début de discussion sur les moyens et la pluie dans les salles d'audience et la juridiction civile. Non, il ne peut pas en Conseil d'État. Là, en fait, on a remonté toute la hiérarchie pour, en quelque sorte, faire un réquisitoire contre le Conseil d'État. Oui, parce que ce qui est visible n'est pas toujours ce qui est le plus important. Et c'est vrai que le Conseil d'État est moins sous les feux de la rampe, et c'est ce qui d'ailleurs lui donne sa force aujourd'hui, parce que n'étant pas sous les feux de la critique, en réalité, il y a une forme de normalisation, de banalisation. Alors moi, je ferais remonter quand même ça avant le Covid. On a déjà eu ça sur cette dérive, en tout cas c'est mon analyse, du Conseil d'État, avec l'état d'urgence qu'on a connu avec le terrorisme. Là, très clairement, le juge judiciaire, dont le pouvoir politique, parce que c'est aussi la raison première de ce dévoiement, en tout cas de cette réduction de nos pouvoirs au profit du Conseil d'État, ou en tout cas de la juridiction administrative, c'est la méfiance. C'est la méfiance du politique sur le judiciaire. La méfiance, elle n'est pas sur le Conseil d'État parce que c'est leurs copains, ils sont de la même promo, ils viennent, ils reviennent, ils repartent, enfin c'est les mêmes, si je peux m'exprimer ainsi. Alors que le juge judiciaire, qui est méprisé d'ailleurs au passage, parce que c'est pas du tout la même sociologie d'abord, le juge judiciaire, on s'en méfie, voilà, on s'en méfie. Le Conseil d'État, on s'en méfie moins, c'est plus facile, voilà. Donc pour le pouvoir, il y a une continuité logique à asseoir davantage le Conseil d'État dans ce périmètre. Et c'est vrai que ça a commencé avec l'état d'urgence, qui est devenu un mode de fonctionnement aujourd'hui, qui est aussi un autre sujet en soi, où on a été comme ça mis de côté au profit du juge administratif sur tout ce qui concernait les lois sur le terrorisme. Et là, on avait déjà un avant-goût de ce qui nous attendait. Petite question, est-ce que vous sentez à votre niveau de secrétaire général d'un syndicat une rébellion du juge judiciaire contre le Conseil d'État ou contre l'assujettissement qu'ils subissent au profit du Conseil d'État? Est-ce que ça vous percevez? C'est une préoccupation, ce que vous venez de décrire? Alors, c'est pas de l'ordre de la rébellion. Je pense que c'est plutôt de l'ordre de la réflexion, qui est toujours la première pierre de la résistance. Je crois que la prise de conscience, en tout cas, ce qui est déjà énorme, elle commence un tout petit peu à se faire. Mais ce qu'il faut voir, c'est que d'abord, on ne parle pas de la même chose. Le Conseil d'État, c'est quelques magistrats. Nous, on est 9000, on va même être beaucoup plus. Donc, contrairement à ce qu'on imagine, il n'y a pas d'esprit de corps, il n'y a pas d'homogénéité chez nous. Ça n'existe pas. En fait, c'est un fantasme de croire, comme le gouvernement des juges, c'est un fantasme de croire qu'on est en collectif et qu'on est tous sur la même vision. Donc, il n'y a pas ça. Par contre, il y a des soubresauts qui sont assez intéressants, qui se sont révélés surtout sur les conditions de travail, à l'aune de quelques suicides, qui ont fait que là, en fait, on arrive au bout d'un système sur le plan matériel, sur le plan budgétaire, sur le plan de la maltraitance. Le problème majeur aujourd'hui, c'est que comme les carrières des magistrats dépendent du pouvoir politique dans la progression ou dans le disciplinaire, parce qu'en fait, il y a deux armes. C'est le disciplinaire, on vous sanctionne, où on vous fait évoluer, ça ne permet pas nécessairement de faire éclore un courage fantastique. Mais, ceci dit, il y a des choses qui se mettent en place, et là, pour le coup,
même si c'est à contre-courant de l'opinion majeure, je pense que là, pour le coup, le syndicalisme, un bon syndicalisme qui a bien compris ce qui est en train de se passer, peut avoir un rôle intéressant, pas de contre-pouvoir, mais en tout cas de contre-proposition et de vision alternative par rapport à la place de la justice, la manière dont on doit être mené. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant. Je ne dirais pas que c'est une rébellion, mais c'est déjà quelque chose. On va laisser Fabrice Divisio et Béatrice Brugère prendre leur dîner pendant quelques temps, et puis vous aurez la possibilité de poser vos questions juste après. Un dernier mot. Il y a un paradoxe dans cette histoire, il faut savoir que... C'est ça. Non mais, vous parlez de disciplinaire, quelque chose qui est quand même assez amusant quand vous y pensez. Les décisions disciplinaires des magistrats judiciaires, à la fin de la fin, sont jugées par qui? Par le juge administratif. Merci. Pour ceux qui font un recours, mais... C'est un recours, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de constater que le Conseil d'État est celui qui vient juger des nominations, juger des sanctions, d'un corps qui... Voilà. Merci. Vous avez fait un constat complet. Vous avez de l'interne, les manques de moyens, des RH, de l'externe, trop de lois, trop de normes, etc., etc. Et vous nous avez dit il faut refonder la justice. Alors moi j'ai une question simple. Au-delà du comment, vous avez parlé, vous avez dit je suis comme les militaires, je cherche les objectifs. Donc moi je vais vous poser une vraie question de fond. Au-delà du comment, quels seraient les principes fondamentaux d'une refondation de la justice aujourd'hui, avec le monde qui est le nôtre, avec l'environnement qui est le nôtre? On va prendre 2 questions à la suite. Ça vous dérange pas? J'en profite pour saluer ma camarade de promo de l'INESJ. Elle sait qu'en général, à l'INESJ, c'était moi qui posais toujours ma première question, sauf qu'aujourd'hui, c'est elle qui reçoit la question. Je voulais vous parler d'un sujet que vous n'avez pas abordé, qui est la question de la corruption. La corruption, il peut y avoir une corruption illégale, il peut aussi y avoir une corruption légale. Je vous précise, j'ai travaillé 40 ans sur l'Afrique. En Afrique, quand on veut un document en 24 heures et qu'on l'a au bout d'un mois, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il faut auprès des gens qu'il faut pour l'obtenir. Alors il peut y avoir, en fait, c'est beaucoup lié à la question du temps, où en fait, plus le temps est long, plus l'apathie s'installe, plus il y a de gens qui profitent du système, et plus, voilà, ça fonctionne comme ça naturellement. Et j'ai toujours pensé, pendant toutes mes années, d'abord, je sais pas, ça ne touche pas que l'Afrique, parce qu'en Amérique latine c'est pareil, au Moyen-Orient, en Asie c'est pareil, il n'y a qu'en France qu'il n'y en a pas en général, enfin c'est ce qu'on dit, mais j'ai toujours pensé quand je suis rentré en France que s'il y avait un allongement, si des affaires qui devaient se traiter en un an se mettaient 10 ans, c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient intérêt à ce que ça dure excessivement longtemps, parce que pendant ce temps, eh ben, il faut payer. Alors, comment refonder la justice, quels sont les principes directeurs? Alors, je ne vais pas tous les énumérer, mais en réalité, je pense que d'abord, c'est une question d'architecture intellectuelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un système qui soit clair, lisible, cohérent, équilibré. C'est une question d'équilibre. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur un dérèglement, alors je ne sais pas si c'est un dérèglement climatique, mais en tout cas, on est sur un dérèglement institutionnel très fort. Les derniers épisodes encore récents nous ont démontré que la faiblesse du pouvoir législatif, la confusion des 3 pouvoirs, moi je parle même des 4 pouvoirs, puisque je pense qu'on oublie toujours, mais le pouvoir médiatique est devenu un pouvoir à part entière, doivent être revisités dans un équilibre subtil mais réel, avec des contre-pouvoirs. C'est-à-dire que la séparation des pouvoirs, c'est d'abord comment penser que chaque pouvoir, non pas à son domaine réservé, son domaine propre, où il ne s'occupe pas de l'autre pouvoir. C'est un peu souvent ce qu'on dit, ah mais vous les juges, vous occupez de ce qui ne vous regarde pas, en allant par exemple embêter les politiques. La séparation du pouvoir, c'est pas chacun chez soi, c'est comment chaque pouvoir fait contrepoids à l'autre pour éviter l'arbitraire ou l'abus de pouvoir. Ça. Donc dans ce dérèglement institutionnel où le pouvoir législatif a perdu le monopole de la loi,
où l'exécutif, pour le coup, concentre trop de pouvoir et où la justice est extrêmement faible et où le pouvoir médiatique est peu régulé et en tout cas est assez irresponsable parfois. Je pense que déjà il y a une vision d'une refondation de l'architecture des pouvoirs. Puis après il y a les mœurs, c'est-à-dire que ça c'est sur le papier. Les mœurs c'est les acteurs évidemment, donc ça passe aussi par ce que vous avez dit, une vision assez rigoureuse de la RH, c'est-à-dire que il n'y a de richesse que d'hommes, et donc sur des sujets aussi importants où il y a des enjeux de pouvoir, j'ai une vision assez élitiste que j'assume. Je pense qu'il faut être d'une exigence totale sur la qualité, la compétence, la légitimité, la transparence, la loyauté des hommes qui sont aux responsabilités parce que c'est une obligation, voilà. Et donc ça c'est toute une réflexion sur la RH qui entraîne aussi une réflexion sur la responsabilité quand on a un pouvoir. Et puis après il y a les process. Les process, c'est-à-dire alors là c'est un peu à rebours. Quels sont les outils. Aujourd'hui, nos outils sont totalement obsolescents. Je ne parle pas du numérique, parce que on est à l'ère antédiluvienne. Je parle des outils qui sont nos codes. Les codes qui sont beaucoup trop complexes. Et là, ce que je disais, je suis aux antipodes, je pense qu'il faut changer totalement le logiciel politique. L'agir politique aujourd'hui, c'est la communication. Donc, qui dit communication dit l'action visible, donc faire des lois, continuer à rajouter des strates et des strates. Je pense que le logiciel aujourd'hui qui peut peut-être nous sauver, c'est défaire. C'est pas faire, c'est défaire. C'est très compliqué de défaire. Donc il faut un peu dégraisser tous nos process ou les réécrire. Bon, tout le monde n'est pas Napoléon, mais pourquoi pas. Et dans cette façon de défaire, et non plus de faire, c'est là où je mets des valeurs. Et ces valeurs, c'est lesquelles? C'est le rééquilibrage, alors je parle par exemple au pénal, des victimes qui doivent avoir davantage de droits. C'est la loyauté du process, c'est-à-dire sanctionner et non pas encourager le mensonge. Sanctionner l'abus de droit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui abusent des procédures puisqu'elles sont gratuites, on est dans une espèce d'hyperconsommation. Alors là, c'est une chance d'avoir accès à la justice, c'est gratuit. Même il y en a qui sont subventionnés pour faire des procédures. Moi, je pense que c'est l'inverse. La justice doit être rare dans son utilisation, même si elle est accessible à tous, et qu'on ne doit pas être dans une hyperconsommation de la justice. Et donc, sanctionner l'abus de droit, sanctionner la déloyauté, sanctionner le mensonge, rééquilibrer donc les parties, revoir tout le régime de nullité. Parce que ça, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Donc, faire sauter tous les systèmes de nullité qui servent à rien. Et la nullité, c'est de la philosophie, c'est une vision de la société qu'on a. Est-ce qu'il est plus important de sauver une procédure ou de se dire, il manque une virgule, donc le système tombe. Donc, c'est une forme aussi éthique de ce que l'on peut avoir de la vision de la justice, qui n'est pas justement un process bureaucratique, qui est là pour justement alimenter l'illusion de droit de l'homisme, mais qui est un processus qui est là pour garantir l'équilibre des parties et protéger les plus faibles. Je crois que c'est la fin, c'est-à-dire revenir à des fondamentaux, c'est un peu classique. Voilà, donc ça c'est ce que j'appelle refonder. Mais tout ça, c'est pas quelque chose qui appartient aux magistrats, aux juristes ou aux intellectuels. Je pense que c'est un débat public de toute une société. Ce débat n'a pas lieu, n'a jamais lieu parce que tout le monde s'en fout. La justice n'est pas un sujet majeur. Il n'a pas été un bien essentiel pendant le Covid. Il n'a pas été un sujet pendant la campagne politique. Il est vu que de façon négative ou punitive, d'accusations réciproques, fondées ou pas, peu importe. Je pense que c'est un sujet qui appartient aux citoyens en premier. On dit toujours rendre justice. Alors, c'est pas de la démagogie ni du populisme, ça ne me gênerait pas que ça en soit, d'ailleurs, peu importe. Mais je pense que justement, cette captation, parce que c'est technique,
parce que c'est compliqué, on dit aux citoyens, ça ne vous concerne pas, vous ne comprenez rien, mettez Koh-Lanta, c'est plus simple. Donc, je pense que c'est vraiment, en fait, c'est le débat principiel du politique. C'est-à-dire, quelle place aujourd'hui on veut donner à la justice. C'est-à-dire, tous les soubresauts politiques aujourd'hui qui existent. Moi, je pense toujours à un marin qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Du mensonge à la violence. En fait, c'est parce que comme il n'y a plus d'éthique dans la politique, comme il n'y a plus d'éthique dans les institutions, parce que le mensonge, en fait, crée de la violence, aujourd'hui, on arrive à des soubresauts de violence politique parce que la confiance n'est plus là. La confiance dans la parole, dans l'autorité, dans la légitimité des acteurs qui ont ce pouvoir, qu'il soit judiciaire, qu'il soit politique, on parle du Conseil d'État, mais tous les acteurs, fait qu'aujourd'hui, mêlé en plus avec une bonne dose de condescendance et de mépris, fait que on crée une la violence à avoir des institutions qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Donc le mensonge, redonner la confiance dans la parole publique, la justice doit participer à ce travail de crédit. Et ce travail de crédit, par exemple, passe dans quelque chose d'assez basique, c'est l'exécution des décisions. En fait, on est complètement fou, c'est-à-dire qu'on est dans une vision très symbolique. On fait des beaux jugements, on fait plein de choses, mais tout le monde s'en fout de savoir si c'est exécuté, ça va Saint-Glinglin, etc. Donc des choses assez simples, c'est-à-dire que voilà, les choses sont posées, sont dites et elles sont faites, elles sont exécutées. Ça, c'est de l'éthique, en fait, dans les process. Et dire qu'on rend une décision et qu'elle ne sera pas exécutée, ça, c'est du mensonge. Ça crée de la frustration, ça crée de la violence, ça crée tout ce qu'on connaît, en fait, de malheur dans une société. Voilà, donc je suis un peu longue. Et sur la corruption, sur la corruption, c'est comme la mafia, ça n'existe pas, si, non. La corruption est un impensé total dans le débat public. Donc, plus sérieusement, quand on n'en parle pas, ça n'existe pas. En fait, la corruption est très mal traitée en France parce que justement, elle ne fait pas partie du débat. Donc, déjà, c'est très important de le dire, parce que la justice est très faible. En réalité, la déclinaison sur la corruption est une déclinaison sur tout le reste. C'est-à-dire faiblesse des moyens, longueur des procédures, complexité, parce qu'en fait, la corruption, c'est souvent des gens qui ont beaucoup d'argent, donc ils peuvent aussi utiliser les meilleurs avocats, comme Maître Desvisio. Ça, c'est le prix de la soirée. J'ai pas dit. Et donc, on est très mal classé sur la lutte contre la corruption. Je crois qu'il n'y a pas de volonté politique de faire de ce sujet-là un sujet public. Et pourtant, ça participe du délitement institutionnel et du délitement d'une société et du discrédit qu'on peut avoir sur la confiance dans nos institutions, y compris dans la justice. Alors sur la première question, c'est étonnant qu'on soit d'accord. Non mais on est forcément en phase parce que finalement ce qui nous anime l'un et l'autre, c'est le bien commun. Et que ces rivalités de chapelle, j'ai envie de dire, elles existent que dans l'esprit de ceux qui veulent les créer, en réalité. On est adversaires dans les prétoires, mais finalement au service du bien commun. Et je pense que c'est tout le drame. Et si vous voulez restaurer, précisément, vous ne pouvez pas faire autrement que revenir sur la définition du bien commun. J'ajoute ici que j'ai tendance à dire que ça a commencé à poser problème le jour où on est passé du bien commun à l'intérêt général. Au sens où, à quel moment est-ce qu'on passe d'un intérêt? La nation, la cité, n'est pas guidée par un intérêt, elle est guidée par un plus grand bien. Et elle n'est pas guidée par la généralité. La généralité, c'est l'indifférenciation. Le commun, c'est ce qu'on a en commun, c'est la communauté, c'est la communion, finalement. C'est Léon XIII qui écrivait qui veut régénérer une société en décadence, on prescrit avec raison de la ramener à ses origines. C'est ça. Alors les origines, c'est quoi? Déjà, moi je crois que ça passe en premier lieu, et vous l'avez un petit peu dit, en tout cas vous l'avez suggéré, on ne peut pas réformer la justice. Si on réforme la justice, il ne faut pas se tromper, je veux dire, à un moment donné, particulièrement en France où les arrêts de règlement sont interdits, on dit la justice ne se fait pas elle-même, quelque part. Elle ne se rend pas elle-même. On rend la justice, mais en réalité, on la rend
elle est une exécutante, la justice. Elle fait ce qu'on lui demande de faire. Et donc, si l'ordre qui est donné n'est pas le bon, si on ne lui donne pas les moyens intellectuels et matériels de faire ce qu'on veut qu'elle fasse, si tant est qu'on sache ce qu'on veut qu'elle fasse, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'elle le fasse mal. Si on, voilà. Ça, c'est le premier point. Et dès lors, j'ai envie de dire, moi, je me bats beaucoup depuis 2 ans sur un point, c'est de dire ne confondez pas l'État et la société. À un moment donné, moi, je ne crois pas à l'État-providence, en fait. De providence, il n'en est qu'une, et elle n'est assurément pas la forme de l'État, et encore moins de celui-là. Mais ce que je veux dire, c'est que il me semble que nous avons tous une responsabilité à un moment donné sur la notion même de justice auprès de nos enfants. C'est très amusant quand on parle de la justice, on la confond avec le droit. En disant, j'avais ce dialogue-là, moi, en politique, quand on parlait de ça dans les staffs, on nous disait, mais on va initier les enfants à la justice. Ah bon, super, tu vas faire quoi? Ah ben, on va leur donner des cours d'éducation civique. Ah ben, non, mais c'est... Non, non. Bon, ben alors, on va prendre des cours d'institution judiciaire. Ce qui a encore moins de sens, quelque part. À un moment, peut-être qu'on a tous à s'interroger sur... est-ce qu'on n'a pas confondu la notion d'État et de société, premièrement? Deuxièmement, on parle beaucoup du délitement intellectuel. Mais le délitement intellectuel des magistrats, il est le même que celui des avocats, il est le même que celui des médecins. C'est-à-dire, voyez ce qui s'est passé dans ce pays. Vous savez qu'une étude de la HAS vous montre quelque chose d'assez intéressant, qui a été publié récemment, est assez intéressant. On s'est posé la question, la HAS s'est posé la question, pour le coup, c'était avant le Covid, mais ils l'ont fait sortir après le Covid, les malins. Ils se sont demandé comment les recommandations étaient reçues par les médecins, et plus particulièrement par les médecins libéraux, en fonction de leur tranche d'âge, de leur sexe et de leur installation. C'est très amusant, parce qu'il en est résulté les constatations suivantes. Les jeunes médecins, jusqu'à 35-38 ans, moins de 40 ans, disons, appliquent les recommandations en les apprenant par cœur, et les appliquent. C'est la règle, on l'applique. Les femmes ont tendance à l'appliquer, mais pas aussi systématiquement. Alors les femmes jeunes l'appliquent systématiquement. Voilà. Passé 40 ans, les femmes appliquent la règle, bon, avec plus ou moins de discernement, mais l'appliquent. Les hommes, passé 40 ans, l'appliquent pas. Et passé 50 ans, ne la lisent même pas. Parce qu'ils savent que leur expérience, finalement, vaut plus que la règle. C'est pas inintéressant comme remarque. Leur expérience vaut plus que la règle. Et qu'ils n'acceptent pas l'idée qu'une autorité faite de technocrates, qui n'a jamais vu de patient, vienne leur imposer des règles sur comment soigner cette relation individuelle vis-à-vis avec le patient. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais à un moment, il existe des moyens pour éviter ce délitement intellectuel. Les écoles hors contrat en font partie. Les universités, nous on a des sportifs au niveau à la maison, j'ai été stupéfait de ce qui est possible de faire dans le privé en termes de prise en charge des sportifs. Et donc moi j'ai essayé durant ces 2 ans d'expliquer aux gens que si vous vouliez recréer une société, si vous vouliez recréer après ce Covid quelque chose, il fallait arrêter de tout demander à l'État à un moment donné. Et il fallait accepter de se prendre en main et avoir une responsabilité individuelle. Premier point. Deuxième point, je ne crois pas beaucoup à l'émergence des libertés individuelles. Je n'aime pas ce mot de liberté individuelle. Il n'est de liberté que de liberté collective, en fait. Parce que le bien commun est premier. Et que les libertés, elles sont toutes au service du bien commun. Que ma liberté, elle est au service du bien commun. Il n'y a pas de libertés individuelles. Et quand vous exposiez tout à l'heure je ne suis pas loin de penser la même chose sur une difficulté, sur l'encombrement de la justice, où on revendique les droits individuels. Mes droits individuels, ils se confondent, en tout cas ils sont censés se confondre effectivement avec la recherche du bien commun, et comme on a perdu le sens de la fin, vous avez perdu forcément le sens des moyens. Je crois, si vous voulez, que je suis assez pessimiste sur la possibilité aujourd'hui de réformer un système. Moi je le vois plus particulièrement, c'est curieux parce que je suis avocat, mais finalement beaucoup plus impliqué dans le monde médical que dans le monde juridique. C'est vraiment mon quotidien. Voilà. J'ai tout ce qui compte comme syndicat médicaux chez moi. Je traîne mes guettes dans tous les hôpitaux de France et d'Europe, pour le coup. Je plaide devant toutes les juridictions d'Europe pour des médecins. Et vous avez un vrai problème. Vous avez un vrai problème. C'est que tout le monde s'en fout. En fait, soyons bien clairs. Je veux dire que aujourd'hui, je vais le dire trivialement, mais pendant qu'on réforme les retraites, pendant qu'on se bat, je veux dire, avec la réforme des retraites,
avec les uns face aux autres, avec des policiers totalement épuisés par un pouvoir qui est totalement parti en roue libre, qui ne contrôle plus rien, mais de l'autre, effectivement, des syndicats et des oppositions qui en profitent largement, il est où le bien commun là-dedans? Il est où le bien commun? Et tandis que pendant ce temps-là, eh ben, on continue de mourir aux urgences. Pendant ce temps-là, on a des médecins qui font 100 heures par semaine, quand même, et qui, lorsqu'ils s'arrêtent en burn-out, on arrive à pleurer parce qu'ils culpabilisent de s'arrêter. On en est là, quand même. Des fonctionnaires, quand même, des gens qui sont au service de la fonction publique, qui se donnent corps et âme pour 4000 balles par mois, soyons bien clairs, quoi. Eh bien, pendant ce temps-là, ça intéresse qui, ça? Je parlais tout à l'heure des magistrats qui commencent leurs audiences à 13h et les finissent à 22h, parce qu'ils sont encombrés de conneries, soyons bien clairs, quoi. Ils sont encombrés de conneries, de conneries, de conneries. Je veux dire, mais ça intéresse qui, ça? Ben, ça intéresse personne. Et c'est ça le cœur du problème. Alors moi, je pense que, en fait, je suis assez pessimiste parce que j'ai tendance à penser que le système va s'autodétruire à un moment ou à un autre. C'est un peu comme l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, je suis assez peu souverainiste pour ce qui me concerne, ne serait-ce que par business en fait, mais puisque voilà, mais quand même, mais je crois surtout que c'est ce que je disais récemment à Nicolas Dupont-Aignan, je le disais, je crois que le système il va imploser tout seul à un moment donné. On en est à un point où on en arrive à un tel, on parlait de la corruption tout à l'heure, on arrive à un tel niveau de corruption en Europe, au niveau de la Commission européenne, un tel niveau de décrochage avec les citoyens, que de toute façon ça ne peut pas durer. Historiquement, l'histoire vous montre que ça ne peut pas durer. Et aujourd'hui, je crois qu'on arrive au bout d'un système sur le plan judiciaire. Je crois que sur le plan de la justice, on arrive au bout d'un système. Que ce Covid, on n'en mesure pas encore tout à fait les conséquences, mais il a changé quelque chose en fait. C'est encore trop tôt pour mesurer la prise de conscience présente, mais il s'est passé quelque chose en fait. Et enfin, sur la question de la corruption, pour le coup, moi je viens d'un pays, j'exerce également dans un pays où le mot corruption n'est pas un vain mot. En Italie, pour le coup, la justice, elle est corrompue, et elle est corruptible surtout. Je ne sais pas ce qu'on met derrière ce mot de corruption pour ce qui me concerne, je crois beaucoup plus à la corruption des âmes que finalement celle des portefeuilles, mais la justice n'est pas exclusive sur ce point. La corruption des comportements. Ou la corruption des comportements, mais je veux dire, en Italie, moi j'ai vu des affaires, pour le coup, je ne les ai pas plaidées, mais j'ai vu des affaires où véritablement il y a une corruption financière, où je ne pensais pas que ça pouvait exister en fait. Je ne vois pas aujourd'hui des magistrats en France recevoir des pots de vin, ça me paraît même pas dans l'ordre de... Je me trompe peut-être, mais ça ne me paraît pas dans l'ordre de l'imaginable. Alors que pour le coup, tous les plaideurs italiens vous disent que c'est que c'est systémique en fait. C'est dramatique quand vous avez une justice qui est à ce point corruptible, corrompue, je sais pas, mais corruptible. En tout cas, elle est présentée comme ça. Vous prenez n'importe quel avocat du barreau de Rome un peu en vue, et plus, alors qui plus est si vous êtes en Sicile, alors là, on va vous dire, mais il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, si tu connais le juge et que tu es capable de lui offrir des cadeaux, ça va aller plus vite. C'est terrifiant. Et oui, je ne crois pas du tout qu'en France, j'ai envie de vous dire, vous voyez, on parlait de la lenteur de la justice. En Italie, on est quasiment 2 fois plus long qu'en France. 2 fois 25 en fait, 2,25 fois. C'est une catastrophe. Et pire, en Italie, vous avez un système qui est incroyable, c'est que la prescription continue de courir pendant le temps judiciaire. Donc 80% des procès qui arrivent à l'audience sont tous prescrits en fait. Du coup, les avocats se sont fait une spécialité de faire traîner des trucs quoi. C'est ça. Bien. Mais c'est vrai que vous arrivez aujourd'hui, je crois, au bout d'un système. Et je crois vraiment que il me semble que le drame de notre société, je termine là-dessus, et c'est ce que j'ai répété pendant 2 ans dans le cadre du Covid, ce gouvernement cherche à nous priver de l'espérance. Et j'ai dit de long en long, ne vous laissez pas ravir l'espérance. Qu'au fond, il faut passer du tout est foutu au tout est possible. C'est-à-dire que l'espérance, c'est ça. C'est arrêter de se dire tout est foutu, se dire on arrive au bout d'un cycle, ça va se détruire, mais il faut être prêt à reconstruire derrière. Et le problème, c'est si demain matin, eh bien j'ai envie de dire ce système devait s'autodétruire et qu'on devait rebâtir, est-ce que précisément on serait capable d'avoir des vraies
projet, est-ce que nous tous ici, ensemble, on serait capable de se dire, tiens, voilà ma vision de l'éducation nationale, parce qu'il n'y a pas de justice sans éducation nationale, il y a des comportements qui arrivent devant le juge qui ne devraient jamais y arriver. Quand vous avez des gens, moi j'ai eu des confrères qui m'ont raconté des trucs, je dis mais c'est des claques qu'il leur faut, c'est pas par un juge. À un moment donné, c'est du civisme de base. C'est ça. Mais c'est fou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je le vois bien, c'est-à-dire qu'à un moment, on a un vrai problème d'éducation tout court, en fait, de véritable éducation. Mais ça, vous ne pouvez pas avoir sapé l'autorité des parents. D'ailleurs, c'est très marrant si vous regardez. Je termine là-dessus, mais c'est marrant. La seule autorité dont on voudrait qu'elle soit autoritaire, c'est la justice. Les profs n'ont pas le droit de punir, les parents n'ont pas le droit de punir, mais finalement, les seuls qui devraient être sévères quand ça les arrange, mais seulement quand ça les arrange, et mettre tout le monde en prison et jeter la clé dans les puits, c'est la justice. Alors c'est marrant parce que c'est celle qui, précisément, doit faire attention quand elle manie l'arme de la sévérité, parce que pour le coup, elle peut faire des dégâts. Mais c'est drôle de voir cette société qui réclame de la sévérité dans les décisions judiciaires, alors qu'elle a sapé l'autorité depuis 40 ans. Elle fait que ça, saper l'autorité. Que chaque fois qu'on vient revendiquer un tout petit peu d'ordre au sein de la famille, on vous explique que c'est pas possible. Que vous revendiquez de l'ordre au sein de l'école, on vous explique que l'enfant est roi. Bah oui, mais l'enfant roi, il se termine devant le juge après. Un moment ou un autre, ça se termine devant le juge. Et là, le juge, lui, il a la responsabilité, et de préférence le juge pour enfant, il faudrait qu'il soit extrêmement sévère et qu'il jette les mineurs en maison de correction. Tout ça n'a aucun sens. Pourquoi ça n'a aucun sens? Parce qu'on ne sait absolument pas d'où on vient, et on ne sait absolument pas où on va. J'aurais une question pour Madame Brugère. On a eu une éclipse des libertés pendant l'affaire du Covid, désolé de revenir sur le sujet, sans précédent, on n'avait pas vu ça depuis 75 ans en France. On avait dans l'idée, certains un peu naïfs d'entre nous, avaient dans l'idée que l'autorité judiciaire, les magistrats étaient là pour protéger nos libertés et qu'ils allaient faire quelque chose, que des choses allaient se passer quand ça a commencé. Et il s'est passé certaines choses, mais pas grand-chose. Donc j'aurais deux questions, mais très rapides. Qu'est-ce qui vous a empêché de sauver nos libertés à ce moment-là? Et deuxième question, si on avait eu des camps à l'australienne, est-ce que ça vous aurait fait réagir ou est-ce que là aussi vous auriez laissé faire? Merci pour ces très bonnes questions. Alors, les camps à l'australienne, je ne sais pas, vous pouvez... Enfermer des gens qui avaient... Ah, l'américaine. Ah oui, d'accord. Le tennisman Djokovic a fait manger des sandwichs avariés pendant 5 jours et on est dans un avion. Encore lui, il était connu. Alors, sur les libertés, enfin, bon, peut-être que Maître Division voudra compléter ou corriger ce que je dis. En réalité, c'était pas nous qui étions au premier plan, si je puis me permettre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable. Nous, on est responsable et coupable par définition. Mais pour le coup, là-dessus, on n'était pas au premier plan. On a fait quelques actes de résistance, je pense, sur des prolongations de détention qu'on nous a imposées en automaticité, des choses comme ça. Bon, c'est un peu technique, mais ceci dit, quelques magistrats, enfin ceux qui étaient encore là, ont résisté. J'avoue qu'on peut toujours faire mieux, hein. On aurait pu faire des grandes déclarations et dire que tout ça était terrible. Nous, on a déjà commencé par se battre en interne pour pouvoir aller travailler. Nous, en tout cas je parle moi en tant que syndicat, on avait des réunions tous les jours. On a eu la difficulté suivante, c'est que notre ministre refusait de nous donner des masques et du gel pour aller travailler, et M. Salomon nous faisait la litanie des morts tous les soirs. Bon, alors c'est vrai que pour mobiliser les troupes c'était compliqué. Du coup, on a passé beaucoup de temps, on s'est beaucoup épuisé sur des choses qui n'auraient pas dû être, hein, parce qu'en fait l'administration aurait dû nous donner les moyens d'aller travailler de façon beaucoup plus performante. Je ne parle même pas du réseau numérique qui était inexistant. On devait tous pédaler sous la table pour avoir un petit peu d'internet. Donc en fait on était déjà englués dans des questions, j'allais dire pratico-pratiques, déjà pour simplement aller pouvoir travailler, ce qui a donné d'ailleurs de la part de notre syndicat l'objet d'une plainte au pénal, ce qui a bizarrement
fait qu'on a eu des masques quasiment le lendemain. Donc, c'est vrai que du coup, on était plus sur ces questions-là et sur les urgences pénales, puisqu'on a dû gérer toutes les urgences pénales. Et dans la désorganisation qui était la nôtre, nous avons été mobilisés sur ce qu'on appelle les PCA, c'est-à-dire des plans d'organisation pour compter les vivants qui puissent assurer les urgences. J'évite pas votre question, elle est importante, parce que finalement derrière cette question, c'est finalement, vous les magistrats, vous êtes quand même une grosse bande de lâches. Non, mais... Bien que ça, vous êtes le bras armé de la dictature de l'État. Voilà, ce qui peut en rajouter encore une petite couche. C'est la fin de la soirée. Non, moi j'ai pas peur de la critique, elle ne me dérange pas, au contraire, elle nourrit ma réflexion. Et je dis d'ailleurs à Maître Duviso que nous sommes prêts pour la suite, quand le système aura implosé définitivement. Mais c'est une vraie question parce que en fait le magistrat, selon une expression très belle d'Antoine Garafon, est le gardien des promesses. Gardien des promesses de nos libertés, d'une certaine vision de l'État, de la démocratie. Et c'est vrai que souvent on a plutôt l'impression qu'on est le gardien des mensonges que l'État nous impose. Et ça demande, alors tout le monde n'est pas Solzhenitsyn, mais ça demande à chacun d'avoir une forme de réflexion, le temps de la réflexion. Déjà, il faut déjà nous laisser le temps de penser et de s'organiser et de résister. En tout cas, le chemin est encore long, mais c'est l'objectif, en tout cas, de mon engagement syndical. C'est justement d'avoir cette réflexion. Quand je disais tout à l'heure, on n'est pas dans une vision corporatiste pour essayer d'avoir des stylos et d'éviter d'avoir de l'eau sur la tête. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. On est dans une vision justement de réflexion intense sur ce que doit être la justice. Il faut quand même entendre qu'on est assez désarmé, que la situation est très critique, qu'elle n'a jamais été aussi tendue entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire dans un débat tronqué où on nous fait porter un peu tous les maux de la société, et quand on essaye un peu de résister, et vous voyez peut-être à quoi je fais allusion, on se prend une bronca incroyable et on nous traite de tous les maux. Donc voilà, la tâche n'est pas facile, pour autant elle est nécessaire. Et donc voilà, et je pense qu'on n'a pas besoin d'être nombreux d'ailleurs pour il suffit d'une voix parfois ou d'un modèle pour porter les choses, pas besoin d'être 100 000. Mais vous avez raison, en tout cas c'est notre devoir d'être dans cet objectif, de garder les promesses de liberté, de protection du plus faible, et j'entends la critique et je vous en remercie. Une dernière question. Merci. Et là c'est mieux. Ah oui. Je voudrais revenir sur les dernières réflexions de Maître Divisio tout à l'heure, sur le système va imploser lui-même, et donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est capable de faire tous ensemble pour le bâtir. Et la question c'est, effectivement, est-ce que vous pourriez être un peu plus précis sur ce qu'on pourrait faire? Je suggère 2 idées, mais je serais content d'avoir vos critiques là-dessus. D'abord, il y a certains, vous avez tout à fait raison, je pense que ce système va exploser, parce qu'il est profondément corrompu, à tout point de vue. Hein, le mensonge, cette espèce de, disons, d'autoritarisme qui nous mène vers une forme de dictature, j'exagère peut-être un peu, mais on n'en est pas loin. Et puis même la corruption simplement morale, quand on en est avec les enfants de 5 ans, leur envoyer des drag queens, on voit ça de plus en plus dans les derniers mois, les dernières années. On est vraiment à Sodome et Gomorrhe, disons, même sur d'un point de vue individuel. Donc ce système va exploser, ça c'est à peu près certain. Alors maintenant la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Et je voudrais savoir votre avis sur un peu plus concrètement ce qu'on peut faire. Vous disiez tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour rebâtir. Est-ce qu'il n'y a pas au moins 2 moyens qui semblent indispensables? Le premier, c'est de s'unir. Donc c'est ça qui est
important dans ce genre d'initiative. Vous voyez, l'IEP, le collectif des élus, etc. Parce qu'un citoyen seul ne peut rien. Et c'est tout l'objet, je pense, de nos pouvoirs, de nous garder d'ailleurs, des pouvoirs actuels, de nous garder individualistes, seuls, parce qu'alors on est politiquement impuissant. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on ne peut sans doute pas, même si on s'unit, il faut s'unir autour de quelque chose, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on a un projet? Et là aussi, une chose qui me semble très importante, vous en avez parlé, c'est l'éducation, c'est probablement ce n'est pas avec notre seul bon sens qu'on va tout rebâtir de zéro, c'est qu'il faut se mettre à l'école. Ça fait 2000, 2500 ans qu'il y a des réflexions politiques, donc il y a une question de formation, d'éducation, comme vous l'avez dit. Beaucoup de gens très intelligents ont réfléchi avant nous, et il y a les principes d'une société prospère, ils existent, ils ont déjà été posés depuis longtemps, réfléchis, débattus, argumentés, et donc il y a une question de formation, après des gens qui s'unissent, ou d'éducation morale, politique, philosophique, comme vous l'avez dit. Voilà. Donc je vois bien ces deux moyens-là comme les deux principaux, mais est-ce que vous avez d'autres idées ou sur concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui en premier? Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, je ne sais pas s'il faut faire quelque chose, il y a ce qu'on peut faire, c'est déjà pas mal. C'est compliqué parce qu'il y a deux choses. La première, ce que je voulais dire, c'est que peut-être en amont, rebondir sur quelque chose. Moi, les magistrats, dans le cadre du Covid, je les ai vus, hein, des audiences pénales. Moi, j'en ai eu, pas beaucoup, mais j'en ai eu. Je vous assure qu'ils ont appliqué la règle avec beaucoup de discernement. Hein, et que si le Conseil d'État l'avait appliqué avec le même discernement, on n'aurait pas été là. Parce que moi, je m'attendais, sur la question du pass, par exemple, pour ceux qui se sont fait choper avec des faux passes, à ce qu'on ait des foudres des dieux grecs qui s'abattent par les magistrats, par les réquisitions des parquets, et pas du tout. On a bien senti, effectivement, qu'ils ont bien compris de quoi on parlait, en fait. Alors, la justice est passée, la loi a été violée, donc il y a des peines qui ont été prononcées, parce que c'est la règle du jeu. Mais le jeu, je vous assure qu'il a été joué avec discernement. Et que si vous avez comme le magistrat administratif là-dedans, ça aurait été notre histoire. Hein. Vous savez que, justement, à un point tel que dans nos conseils de discipline à nous, le législateur inspiré vient enfin de faire entrer un magistrat de l'ordre judiciaire dedans, quand même. C'est-à-dire que tellement on se méfie des corporations, que quand on a un problème, on fait appel à qui? On fait appel au magistrat de l'ordre judiciaire. Donc, venez mettre un peu de régulation là-dedans. Et nos barreaux, ils sont beaucoup opposés. Hein. Ils y ont vu l'intrusion de la magistrature. Oui, c'est bien le cas. Bref, pour répondre à votre question précisément, je crois que vous vous rendez pas compte, moi j'ai découvert un truc en fait. Moi j'avais aucune vocation à émerger particulièrement sur le plan de la scène publique. J'étais connu dans un petit milieu qui était le milieu médical, et j'avais une vie à peu près rodée quand même, avec le matin au cabinet, l'après-midi à cheval, donc c'était assez rodé. Je me suis rendu compte à la faveur de ma médiatisation du niveau de pauvreté intellectuelle des gens quand même. Je vous donne une anecdote à ce sujet. Donc je suis passé 58 fois chez Cyril Nain, que je ne connaissais pas il y a 3 ans quand même. Quelqu'un que je ne connaissais absolument pas. Que devenu un copain, mais que je ne connaissais absolument pas. Mais ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que c'est vu par 2,5 millions de téléspectateurs. Donc ça veut aussi dire quelque chose. Que, en fait, le problème de rebâtir, c'est qu'on est entre nous, là. Mais rebâtir entre nous, ça ne mènera nulle part, en fait. Parce que, j'ai envie de vous dire, encore une fois, moi, je suis mal placé pour en parler. J'ai une clientèle assez élitiste, faite de médecins, voilà. Mais, ça n'a toujours été le cas. J'ai des jeunes collaborateurs dans des cabinets plutôt généralistes au départ. Le niveau de pauvreté des gens est catastrophique, en fait. Et tout à l'heure, madame parlait de la pédagogie du juge. Mais vous vous rendez, je ne me rendais pas compte quand on était là, en fait. Je ne me rendais pas compte que dans une audience correctionnelle, il fallait parfois expliquer le sens des mots. Qu'on en était là. Alors, si vous voulez mon avis, quant aux pistes pour résister, en tout cas rebâtir, moi j'en vois deux principales pour lui. La première, c'est de former nos enfants à la réflexion. Ne pas leur dire ce qu'il faut penser, mais leur apprendre à se poser des questions. Ne pas leur donner les réponses, mais leur donner les questions. Allumer en eux une espèce de lumière, de l'aide, de la prudence, en fait. De vraiment faire de la prudence une vertu cardinale,
ce qu'elle est, et à ce titre, véritablement, leur enseigner l'art de la question, faire du socratisme. Je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux du socratisme. Moi, j'ai essayé de réfléchir là-dessus, j'ai beaucoup, à l'occasion, parlé de cette corruption morale. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette question, au travers d'une conférence que j'avais donnée sur les origines du mal. En fait, essayer de comprendre quelles étaient les techniques qui étaient mises en place pour arriver à ce qu'on voulait, à la fin qu'on voulait, en fait, premièrement. Et deuxièmement, de dire, je crois qu'il y a une nécessité de commencer à réfléchir, à ouvrir une espèce de centre d'éducation philosophique, de centre d'éducation à la réflexion pour les enfants, de leur apprendre à questionner le monde, d'ouvrir avec eux les débats que si nous n'ouvrons pas, les autres les ouvriront. Et ils les ouvriront pas à notre façon. Et ici, on touche à la limite de l'école hors contrat, à sa vertu et à sa limite. C'est qu'en fait, on a un grand débat là-dessus, qui est, est-ce qu'il faut isoler nos enfants et les mettre effectivement en famille? On a eu ce débat-là, notamment avec ma belle-sœur, qui a une vision tout à fait différente de nous, où moi, j'ai toujours dit, mes enfants, ils sont dans le monde, quoi. Et après, c'est mon problème. C'est à moi d'être vigilant, d'être prudent, et de faire attention à avoir une véritable présence auprès d'eux. Mais si je les mets, au nom d'une certaine idée de l'ordre public de protection, dans une école où on est sûr, c'est bien, il ne va rien se passer, c'est sûr. On fait quoi quand ils sont dehors? Parce qu'à un moment donné, on va pouvoir, ils vont aller dans les universités publiques, ils vont aller dans les écoles publiques, enfin, les étudiants, ils vont vivre dans le monde. Il va bien falloir éduquer en eux le sens de la réflexion, le sens de la question. Et si vous ne le faites pas quand ils sont petits, c'est un mécanisme intellectuel. Si vous n'avez pas l'habitude, si vous ne prenez pas l'habitude de faire poser des questions à vos enfants, ben ils ne se les poseront pas. Et donc les autres leur apporteront les réponses à des questions qui ne se posent pas. Et s'ils n'ont pas la réponse, tant mieux. Du coup, il faut qu'ils sachent où la trouver, cette réponse. Ça, pour moi, c'est le premier point. Et il y a un deuxième point qui me semble fondamental à investir, moi je l'ai découvert aussi, c'est l'univers médiatique. Pas du quatrième pouvoir. Mais ce pouvoir, c'est nous qui l'avons. Il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, plus personne regarde la télé. J'ai été fasciné par ça, enfin, si TPMP, apparemment. Mais je veux dire, finalement, mais même 2,5 millions de téléspectateurs, l'un dans l'autre, c'est pas grand-chose, quoi. On ne se rend pas compte qu'en réalité, on a un pouvoir qui est assez fascinant. Nous, je regarde sur YouTube des trucs qui émergent. Le problème, c'est que c'est toujours corporatiste. Alors, j'ai une violente charge récemment, avec toute la délicatesse qui me caractérise, contre un certain nombre de médias comme TV Liberté, contre qui j'ai rien. Mais tout ça, c'est du corporatisme au bout d'un moment. Tout ça, c'est des gens qui se regardent entre eux, quoi. C'est sympa, ouais, c'est sympa, on est de droite, les uns ont médias de gauche, les autres ont médias de droite, et on continue à se regarder les uns les autres. Et les problèmes qu'on a abordés ce soir, où est-ce qu'on les aborde finalement? On a un magistrat et un avocat qui ne se connaissaient pas, qui sont capables de dialoguer, qui sont capables d'avoir une vision commune. Ça, pourquoi est-ce que ça n'existe pas? Pourquoi est-ce que c'est pas généralisé? Pourquoi est-ce que c'est pas formalisé au sein d'émissions, au sein de véritables médias? Vous en avez un, enfin, c'en est un parmi d'autres. Mais on n'investit pas cette sphère médiatique. Moi, je suis sur un projet, là, pour le coup, je suis sur un vrai projet, mais c'est compliqué comme question. On peut vraiment se poser cette question de l'émergence d'un pouvoir médiatique autonome, et qui ne soit pas corporatiste, et qui ne cherche pas à faire plaisir, mais qui cherche à dire les choses. Moi, je termine là-dessus, mais j'en peux plus. En fait, j'en peux plus. Non mais c'est vrai. Je veux dire, j'en peux plus. J'en peux plus. Voilà. Vous imaginez pas à quel point ça m'énerve quand j'entends finalement, dans notre cadre du Covid, il y a un vrai débat de fond à avoir. Il faut regarder les choses avec recul. Et donc vous avez les uns qui sont passés à autre chose, et les autres qui essayent de vous expliquer que de toute façon, on est en tyrannie, on est en dictature, et que tout ça, c'est de la faute de Gates, qui n'est pas totalement faux d'ailleurs, et de machin réunis, parce que ça fait de l'audience, et qu'on est tous à la course à l'audience au gouvernement. Et bien ça traduit cette course au résultat. On critique une course au résultat, mais finalement, ceux qui ont un quatrième pouvoir alternatif médiatique, ils passent leur temps à compter les vues. Ah, t'as fait combien dans ta vidéo? 400 000 vues? 500 000 vues? Ah ouais, dans la prochaine fois qu'on fait 700 000. Ben, ça traduit une logique de course au résultat. Où ce qui m'intéresse, c'est moins ce que je dis,
que la manière dont c'est reçu avec des audiences, et donc une culture du nombre. Bah, ça marche pas, en fait, cette culture du nombre. À un moment, il y a cette nécessité de chercher la vérité et rien d'autre, en fait. Je suis d'une époque où, dans les robes d'avocat, il paraît, qu'il fallait mettre une devise. Je l'ai appris le jour de l'appréciation de ça, ce truc. Mais il fallait effectivement avoir un truc avec une devise dans la robe. Et je crois que, je vous livre la mienne, pas de moi, donc, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu.